Bonjour Julie, bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 18e épisode d'Arrêt Caméra. Bonjour Morgane, bonjour à tous, ça faisait longtemps. Ouais, on revient avec, après presque un mois d'absence, un épisode de 18 qui devait sortir, je rappelle, il y a 2 semaines, mais on avait fait le choix de le reporter. Oui, là pour des raisons, on va dire, indépendantes de notre volonté, j'en parle pour ceux qui n'étaient pas au courant, fin avril, on a malheureusement été pris à partie avec Morgane dans une agression dans notre quartier. Je vais pas rentrer dans les détails, mais on va bien. On est de nouveau sur les starting blocks, mais c'est vrai que sur le moment, moi, de mon côté, j'avais pas du tout envie de parler de cinéma à l'oral. J'ai préféré ne pas me forcer. Quand on veut pas se forcer, autant ne rien faire. C'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle on a un programme pour ce 18e épisode qui revient pour une fois sur des films qui sont sortis plus tôt. Ouais, et puis d'ailleurs, un petit mot sur les films qu'on devait voir, qu'on devait aborder à l'émission d'avant, mais que du coup, on n'a pas reprogrammé ici. Sur la demande, c'était bien, donc voilà, si vous voulez voir un beau documentaire sur des gens c'est vrai qu'on l'a oublié, Morgane, sur la Daman, je viens de me rendre compte, alors que c'était vachement bien. C'est peut-être un des meilleurs documentaires que j'ai vu au cinéma cette année. On en a vu 2. Oui. Et les 2 étaient bien. Ouais. Les 2 étaient bien. Il y avait le Laura Poitras dont on a déjà parlé. Tout le sang versé. Ouais. C'est ça. Et donc oui, sur la Daman, effectivement, c'est super, quoi. Je vais pas forcément en dire plus, mais donc c'est un documentaire qui parle de personnes qui sont atteintes par des troubles psychologiques ou psychiatriques plus ou moins sévères et qui vivent comme, on va dire, à peu près tout le monde sur une péniche, donc la Daman qui se trouve sur la Seine. Et c'est un beau documentaire, en fait, sur ce que collectivement on peut faire pour aider des personnes qui ne sont pas forcément aidés en société, et sans misérabilisme, sans complaisance, c'est vachement bien, quoi. Voilà, donc moi j'ai rien à rajouter, Julie a très bien dit ce qu'on partage plus ou moins sur ce film-là. Sinon on a quand même conservé 2 films qui étaient au programme, le Beau is Afraid d'Ari Aster, qui a quand même pas mal de matière à discuter et à débattre, hein, tu l'accordes Julie? C'est vrai. Et le film VOD qu'on avait choisi il y a 2 semaines, Something in the Dirt de Justin Benson et Aaron Moorhead, notamment parce qu'on n'a pas l'habitude de parler de films qu'on a aimés dans le cadre des sorties VOD. Et... C'est vrai que c'est rare quand on voit un film en sortie VOD qu'on aime. Et d'ailleurs, tu l'as pas dit Morgane, mais on va préciser aussi que c'est un film qui est sur la plateforme Shadows. Oui, bien sûr, oui. On rappelle, c'est une plateforme de streaming quasi que de films d'horreur, fantastique, science-fiction, etc. Et française. Et française, c'est vrai, c'est bien de préciser. Voilà, et sinon, on a rajouté donc 2 films qui sont sortis le 3 mai dernier. Il s'agit de Showing Up de Kelly Reichardt et Disco Boy de Giacomo Abruzzese. Mais avant d'en parler, on va forcément passer par le sujet qui fâche. Et pour le coup, on a choisi de parler d'un sujet assez léger. Bien sûr, c'est faux. C'est les scènes de sexe au cinéma. Pas un jour ne passe sans que la représentation du sexe revienne sur la table auprès des spectateurs, le sexe donc au cinéma. Spectateurs qui pour beaucoup expriment publiquement leur exaspération, voire du dégoût, face aux scènes filmant des rapports sexuels. Certains voudraient carrément qu'elles soient supprimées. On pourrait en rire si à côté il n'y avait pas des associations comme Promouvoir, dont le but est d'obtenir que des films soient reclassifiés comprendre interdit aux moins de 18 ans grâce à des recours aux tribunaux, ce qui porte un coup à l'exploitation des films concernés, Morgane. Quel film a été concerné notamment Alors, il y a le fameux Antéchrist de Lars von Trier qui a été interdit aux moins de 18 ans. Voilà. Alors, ils n'ont pas toujours réussi. Il y a des films pour lesquels ils ont réussi, d'autres non. Et je veux dire, c'est pas la question de si un film doit être interdit aux moins de 16 ans ou moins de 18 ans, mais en fait, s'il est interdit aux moins de 18 ans, c'est pas compliqué. Il est moins diffusé par des salles et en fait, il vit plus difficilement. Et par exemple, il me semble que La vie d'Adèle, ils avaient essayé d'interdire aux moins de 18 ans. C'est ça. Et pour La vie d'Adèle, ça a échoué.
À côté, enfin, il y a des réalisateurs qui sont dénoncés pour les procédés mis en place pour justement obtenir des scènes de sexe, scènes qui, on le rappelle, sont simulées la plupart du temps, comme ça a été encore le cas récemment pour Catherine Corsini, dont le film Le Retour est sélectionné en compétition officielle à Cannes cette année 2023. Ouais, à savoir que c'est des scènes qui concernent des mineurs, en fait, donc Bien sûr. ça fait d'autant plus le scandale. Même si apparemment, visiblement, les scènes n'ont pas été tournées, elles étaient dans le scénario original, supprimées, mais en fait, voilà, ça a posé problème à ce niveau-là. On en saura plus au fur et à mesure que l'affaire va être discutée, commentée. Donc en dehors de la fabrication de ces scènes de sexe, pour ouvrir le sujet Morgane, il faut d'abord dire une chose qui me semble pertinente. Contrairement à ce que le public croit, au cinéma, il a toujours été question de sexe. Il ne faut pas se fier au, on va dire, Hollywood de l'âge d'or où c'était pas montré à cause de la censure instaurée par le fameux code Hays aux États-Unis. Enfin, je veux dire, c'est comme la photo. En photo, dès qu'il y a eu de la photo, eh bien, il y a des gens qui ont pris des photos de corps nus. Pour le cinéma, Morgane, c'est pareil. Ouais, tout à fait, Julie. C'est important de rappeler que, en effet, dès les premiers temps du cinéma, il y a eu des films érotiques qui ont été produits, et notamment pour flatter un public d'hommes. On ne dit pas que c'était dans un but noble, mais voilà. Mais donc concrètement, Morgane, ça veut dire que dès les années 1910, il y avait des films érotiques. Même avant, même 1897, je crois, il y avait déjà de l'érotisme. Alors, c'était pas forcément des formes qu'on peut voir dans la pornographie ou des choses du genre, mais il y avait des femmes dénudées, etc. Donc, c'était quelque chose qui était présent, mais très très tôt. Hein. Et entre les années 30, effectivement, et les années 60, il y a eu la censure instaurée par le code Hays aux États-Unis. Du coup, les cinéastes passaient par des moyens détournés pour représenter une forme d'érotisme. Et même pas seulement, hein. Rappelons qu'il était même interdit de voir des acteurs s'embrasser plus de 3 secondes à l'image. Donc ouais, le code Hays, ça allait quand même assez loin quoi, en termes d'interdit. Voilà, c'est ça. Puis du coup, les réalisateurs passaient par des moyens détournés. Donc c'était notamment les enchaînés Hitchcock avec le couple qui s'embrasse. Et en fait, ils font couper les moments où ils s'embrassent par des pauses, mais ils continuent à s'embrasser. Enfin, pour que ça dépasse pas plus de 3 secondes à chaque fois. C'est un peu un modèle du genre en la matière. Oui, exactement. Que j'ai analysé en cours de cinéma pour te dire pourquoi c'est un modèle. Mais dès les années 60, donc, on a vu un mouvement de libération des mœurs, notamment porté par la contre-culture, et envahir tout le monde occidental, mais également des pays asiatiques comme le Japon. Et le sexe est devenu quelque chose qu'on peut montrer au cinéma depuis cette période-là. Si bien qu'on peut presque le considérer comme incontournable, que ce soit dans les films français, européens et donc américains. Côté série, il y a plus de 10 ans en tout cas, Game of Thrones ou la série Girls, donc des séries surtout HBO, ont démocratisé les scènes de sexe cru et dévergondé sur le petit écran. Ce qui est bien qu'aujourd'hui le sexe est partout, sur le petit et donc le grand écran, mais pourquoi est-il devenu si problématique, Julie ? C'est une question assez vaste. Je vais essayer d'en faire le tour sans forcément être barbante, mais d'un point de vue moral déjà, c'est évident, beaucoup de spectateurs ne veulent pas être confrontés au sexe pour tout un tas de raisons qui leur appartiennent. C'est potentiellement pour une question de sensibilité, de religion, j'en passe. Là, je parle que de représentation sexuelle classique, Morgane, c'est-à-dire entre, on va dire, 2 ou plusieurs individus, et pourquoi pas, mais on va dire entre des êtres humains consentants. Et sans rapport de domination, comme ça peut être un écart d'âge, comme voilà. Un mineur et un majeur. Des scènes de sexe avec rapport sexuel très classiques. Consensuel. Ouais. Voilà. Donc, il y a donc la catégorie des représentations sexuelles où c'est pas consenti. Là, c'est une autre affaire. Je veux parler notamment, parce qu'on est obligé d'en parler, Morgane, des scènes de viol. C'est ce que j'entends dans les rapports non consentis. Bon, là, il y a l'art et la manière. Moi, de mon point de vue, j'estime qu'on peut tout montrer. Toi, Morgane, je pense que tu es assez d'accord avec ça. Qu'on peut tout montrer ? Quasi tout, on va dire. Oui, alors en fait, oui, tout montrer. Après, effectivement, tout est dans la représentation. C'est ça la manière d'être faite. Après, si on me demande mon point de vue, moi, je trouve qu'à l'heure actuelle... C'est délicat, mais j'ai tendance à penser qu'on montre trop de viols au cinéma. Quand je dis viol, il faut que je sois précise, je parle de viol sur le corps des femmes. C'est souvent ça, oui. Et puis bon, c'est aussi parce que dans les cas concrets, en fait, c'est souvent des viols d'hommes, de femmes par des hommes. Et effectivement, il y a de plus en plus il y a eu une grande période de viol au cinéma, notamment dans le cinéma japonais des années 60, où... Oui.
ça a été un moyen de choquer en fait le spectateur. Donc si on remet dans le contexte, ça devient entre guillemets plus acceptable. Mais bon, à regarder avec un œil aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Il y a un film d'Oshima que je mentionne souvent pour ça, qui s'appelle de mémoire Il est mort après la guerre. C'est quelque chose comme ça en noir et blanc, où il y a une scène de viol sur une étudiante qui est hyper longue et complètement voyeuriste. Et à titre personnel, ça me met mal à l'aise et je pense que c'est quelque chose de superflu. Mais du coup, j'en viens par rapport au sexe, Morgane, aux scènes de viol en général. Quand je dis que ça me gêne, c'est pour des motifs évidents. Ça me gêne, je veux dire, voir un rapport non consenti. Bon, il n'y a personne qui a envie de voir ça. Ouais, déjà, il y a une forme de gêne provoquée par le fait que c'est pas quelque chose c'est quelque chose d'interdit. Donc... bien sûr, non, mais c'est pour toute la violence que ça génère. Et l'autre problème qui me gêne en la matière, c'est pas tant que ce soit montré que la façon dont c'est montré. Vraiment, j'en reviens à l'art et la manière, mais je pense que ce genre de scène-là, il y a des manières de faire qui passent et d'autres pas. Notamment, par exemple, Game of Thrones. Moi, pour l'anecdote, je regardais Game of Thrones. J'ai arrêté à la saison 3 parce que j'en ai eu marre des viols dans la série. C'était juste pas possible et je trouvais que c'était complètement voyeuriste de la part des réalisateurs de la série, de ceux qui ont écrit les scénarios, de HBO de montrer ça, parce que c'est simple. Enfin, je veux dire, les livres tels qu'ils étaient écrits par George Martin étaient violents, mais la série a rajouté une couche supplémentaire de violence en mettant en scène des viols qui n'existaient pas dans le livre. Et en fait, c'était trop. Et j'ai trouvé ça tellement dégueulasse que je me suis dit, je veux pas contribuer au succès de ce truc-là, je l'ai boycotté. J'ai juste arrêté de regarder la série pour cette raison. Mais donc, j'en reviens juste au cinéma. C'est compliqué de dire qu'il y a des scènes de viol qui sont bien. C'est pas bien le bon adjectif, forcément, mais disons qui sont correctement réalisées parce que ce sont des scènes qui s'inscrivent dans un projet global. J'ai un exemple très concret, par exemple, dans un film que j'ai bien aimé, le film The Nightingale de la réalisatrice australienne Jennifer Kent. Je crois que tu l'as bien aimé aussi, Morgane. Moi, j'aime beaucoup ce film. Ouais. Donc là, il y a des scènes très violentes, il y a des scènes de viol, et donc ces scènes-là, qui sont pas forcément trop appuyées ou répétées, elles sont sordides, mais elles existent dans le film par rapport à son projet global pour parler de la violence des hommes et la montrer à l'encontre des femmes, mais pas que non plus, quoi. Enfin, de la violence des hommes au global, et ça fait partie, on va dire, des instruments utilisés par les hommes pour perpétrer la domination et la violence. Surtout que le film se place dans un genre quand même assez problématique, mais du coup là c'est vu par un regard féminin, le Rape and Revenge, qui est souvent un film d'homme en fait. Bien sûr. Et là, oui, la femme se fait violer, son homme se fait tuer, son enfant, son bébé se fait éclater la tronche contre le mur, c'est assez insoutenable. C'est très très dur à voir. C'est une scène assez violente et je comprends qu'elle heurte, mais en même temps elle est constituante de tout le mouvement qui va ensuite, dynamiser le personnage principal qui va vouloir se venger, et jusqu'à la scène finale où en fait sa vengeance, elle ne l'accomplit pas, elle la laisse à un aborigène qui lui, en tant qu'aborigène, est représentant de toutes les souffrances, parce qu'en fait ça se passe sur l'île de Tasmanie, et en fait c'est lui qui a accompli la vengeance, comme si c'était encore plus légitime de sa part que en fait elle au final elle c'est pas qu'elle pardonne, mais en fait elle a fini en fait en finissant son parcours elle est apaisée, voilà. En fait le problème du Rape and Revenge, pour le dire en 2 mots, c'est que c'est un genre qui montre du sordide, mais qui se veut quand même un petit peu sexy, et le malaise, il est là pour moi, notamment parce que ce sont des films qui sont souvent faits par des hommes. Là, The Nightingale, c'est un Rape and Revenge, mais c'est pas du tout un Rape and Revenge sexy. Encore une fois, c'est un Rape and Revenge qui se veut plus politique qu'autre chose, et qui, en la matière, encore une fois, est un bon exemple. En matière de mauvais exemples, par exemple, de scènes de viol, j'en ai un très récent. Le film Blonde de Andrew Dominik, qui était sorti sur Netflix l'an passé, c'était fin 2022. Donc, film à propos de Marilyn Monroe. En fait, comme durant tout le film, elle est réduite à l'état, on va dire, de poupée savante, la scène de viol rajoute, je trouve, une couche de sordide qui est complètement superflue à un film qui est complètement voyeuriste dans le plus mauvais sens du terme. En fait, c'est très complaisant. L'idée, c'est que tout le film, elle est mise à mal, constamment réduite, comme tu disais, à une poupée. C'est limite de la torture pendant tout le film. Oui, c'est gratuit. Et du coup, il y a une forme de gratuité, oui, à ça. Bref, donc là, effectivement, ça a plus de mal à passer. Après que Dominique ait dit oui, j'ai voulu montrer ça pour dire ce qui était arrivé à Marilyn, certes, mais
quitte à vouloir la restaurer et vouloir, on va dire, mettre en avant Marilyn Monroe, il y a d'autres façons de le faire et il y a d'autres façons surtout de montrer ce qui lui est arrivé parce que c'était filmé d'une manière qui était absolument abominable. Sur un autre volet, enfin pour, on va dire, sortir du cadre des scènes de viol, il y a peut-être, pour, on va dire, retourner au sujet d'une façon plus badine, il y a peut-être pour certains trop de scènes de sexe au cinéma, enfin partout, tout le temps. Et on va dire à ce sujet-là, le moins qu'on puisse dire, c'est que Morgane, en fait, les scènes de sexe, on va dire donc, pour revenir aux scènes de sexe, consenties, la plupart du temps, c'est pas bien fait du tout. Ouais, tout à fait, Julie. Le ras-le-bol à l'encontre de la représentation des scènes de sexe au cinéma passe en effet par la qualité de ces scènes, souvent écrites selon des conventions qui les romantisent ou les rendent en fait mensongères. Je vais être plus concret. La plupart du temps, et notamment dans le cinéma américain, les scènes de sexe sont très courtes, sans préliminaire, d'une aisance, on va dire, surnaturelle. En fait, il y a pas de... Ils arrivent, ils couchent ensemble, il n'y a même pas d'hésitation. Après, tu vois, c'est marrant, Morgane, parce que souvent, moi, c'est un truc que j'ai vu dénoncer aussi, de dire les scènes de sexe, elles sont pas naturelles. Bon, alors déjà, pour moi, le cinéma, c'est pas forcément naturel. Et c'est comme, je veux dire, c'est un peu étrange, parce que, par exemple, imaginons quelqu'un qui est tué au cinéma, parfois pour des raisons cinématographiques, il y a beaucoup de flots de sang. Alors qu'en vrai, on tue quelqu'un... Je ne sais pas, je n'ai jamais tué quelqu'un, Morgane, et je crois que toi non plus. Mais je veux dire... on va cacher ça, oui. Non, mais il me semble qu'il n'y a pas forcément autant de sang qui coule. Et là, ça dérange moins les gens, cette forme cette absence de non-réalisme. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, c'est là où je voulais en venir. Et donc, il y a aussi, juste pour terminer sur l'autre élément commun à ce genre de scène de sexe aussi, quand l'orgasme est atteint par les deux personnages en même temps, c'est un truc qui est pas forcément vrai dans la vie réelle. Et le cinéma a toujours besoin de passer par ça. Ne venez pas nous envoyer des réclamations en vous disant que c'est faux, vous ça vous arrive, tant mieux pour vous. Mais ces scènes sont, en fait, elles sont souvent gênantes et ridicules, mais en fait c'est parce que c'est un pur artifice du scénario, censé en fait parachever un arc romantique dans un film ou symboliser l'harmonie entre deux personnages. C'est vrai que dans un film, quand quelqu'un est mort et que le sang gicle, il y a souvent un côté exagéré. Mais ça dérange moins parce que souvent ça fait preuve aussi d'une certaine science visuelle, on va dire. Enfin, il y a une mise en scène qui va à côté. En fait, c'est comme si, Morgane, on était capable de comprendre dans certains cas, dans la plupart des cas au fond, que le cinéma a une portée, on va dire, symbolique, allégorique, mais dans le sexe, on dirait que ça passe pas auprès de certains spectateurs, alors que personne n'a jamais dit que, encore une fois, le cinéma devait montrer le réel ou dire absolument des choses qui sont vraies. Ça explique l'incompréhension devant la scène notamment de Showgirls de la piscine où... Showgirls dans le film de Verhoeven. De Verhoeven, où Elizabeth Berkley couche avec Kyle MacLachlan et en fait elle fait des cris, elle hurle, l'eau qui bouge, enfin c'est des animaux en fait, et voilà, cette scène elle a un intérêt dans le symbolisme mais pas forcément dans le réalisme. Bien sûr, et elle a un intérêt aussi comique, bien évidemment, que c'est censé être ridicule et montrer toute l'exubérance de ces gens et quelque part leur vulgarité, c'est fait exprès. Mais du coup, le problème de cette scène, je parle pas du tout de Showgirls, mais les scènes qui peuvent, je peux comprendre, gêner les gens dans leur côté un peu mensonger, c'est souvent aussi, en dehors de l'écriture de la scène, c'est aussi la manière dont c'est réalisé. Avec les pieds, on va pas se mentir. On manque souvent de science de la mise en scène autour des séquences de sexe. C'est pas tout le monde qui sait réaliser des scènes de sexe. Mais comme beaucoup de choses dans des films, Morgane. Ah oui, bien sûr. Non, mais de tout en général, mais le scène de sexe, c'est quand même aussi assez exemplaire là-dessus, quoi. Bien sûr. Et aussi, c'est monté comme un best-of, un peu déplacé de position sexuelle. On va montrer d'un coup la levrette, d'un coup le missionnaire. Enfin, c'est un peu... c'est ça qui est ridicule aussi, c'est que le montage des séquences, ça doit durer 2 minutes, donc il faut que ce soit une compile de positions pour arriver à la fin, à la jouissance. Et c'est aussi ça qui fait que c'est un peu ridicule. On comprend vite pourquoi les scènes de sexe n'ont pas le vent en poupe. Sauf que depuis quelques temps, le ras-le-bol, en fait,
ses propagés sur tout ce qui a trait au sexe à l'écran, en fait. Le mauvais et le bon sexe. Je veux dire, la mauvaise ou la bonne représentation du sexe. Oui. On ne supporte plus de voir ne serait-ce qu'un peu de nudité à l'écran, sans le taxer de gratuit ou d'immoral. Très certainement le résultat d'une sursexualisation partout et tout le temps, en fait. Alors que, au passage, on sait pertinemment pour des personnes, par exemple, qui travaillent sur des services de SVOD, que les contenus les plus cliqués sont les contenus qui mettent en avant la nudité et le sexe. Donc pour moi, en fait, on va dire, les personnes qui poussent des cris d'orfraie, c'est complètement ridicule parce qu'elles savent très bien ce qu'elles regardent, elles ont cliqué là-dessus. Moi, je ne crois pas aux spectateurs naïfs qui, sans l'avoir voulu, se retrouvent devant une scène de sexe. Je n'y crois pas une seule seconde. Ouais, je te suis, en plus tu parles en connaissance de cause, si je comprends bien. Donc oui, on ne supporte plus que de voir donc, un peu de nudité, mais voilà, moi je pense que c'est aussi le résultat d'une sursexualisation, en fait, partout, tout le temps, pas seulement au cinéma, mais également dans les médias, les photos, les publicités, les clips musicaux, ce qui fait que c'est un peu hypocrite d'une certaine manière. Bien sûr, parce que si ça y est pas au cinéma, ça y est Voilà. ailleurs. Après, pris dans son global, je pense que c'est quelque chose qu'on peut dénoncer, parce que cette sursexualisation est souvent suivie, enfin on le sait, je veux dire, je vais pas dire des banalités, mais on va dire d'un certain rapport à la femme, au corps de la femme, qui est complètement chosifié. Enfin voilà, je vais pas faire une histoire de tout ça, mais il y a ça qui est problématique. Mais là où tu as raison, Morgane, c'est que quelque part, le problème là-dedans, outre une volonté de censure, c'est un mélange en fait de tout. C'est ça. Et donc le contre-pied à tout ça, c'est une forme d'obscurantisme qui souhaite bannir la sexualité de son quotidien, et notamment de l'art, et plus particulièrement de ce que les gens consomment en masse, c'est-à-dire le cinéma et les séries. Julie, penses-tu que que c'est nécessaire de représenter le sexe à l'écran ? Alors, nécessaire, ça, je sais pas, mais disons que à partir du moment où les acteurs sont consentants, je vois pas pourquoi, en fait, on pourrait pas montrer du sexe au cinéma. Enfin, je veux dire, de façon générale, de toute façon, un film, c'est pas une question de nécessité. On montre quelque chose si on le veut, et après, bon, bah, on juge sur pièce si c'est bien fait ou si c'est pas bien fait. Autant, je trouve pas qu'il y ait trop de scènes de sexe à l'écran, sauf comme je l'ai dit juste avant, pour le cas des scènes de viol. Autant, oui, moi, je suis d'accord pour dire aussi qu'il y en a trop qui sont mal faites. Après, voilà, bon, bah, comme là, pareil, je l'ai dit, la plupart des films sont mal faits. C'est pas parce qu'on aime le cinéma qu'on va se voiler la face de ce côté-là. Et donc, dans cette logique, bon, bah, si la plupart des films sont mal faits, il y a en particulier la plupart des scènes de sexe qui sont mal faites, notamment pour les raisons que tu as dites plus tôt, Morgane. Après, même, j'irai plus loin, c'est-à-dire que dans le top des scènes mal faites au cinéma, pour moi, donc il y a les scènes de sexe, mais aussi, surtout, pour des questions de circonstances. Enfin, je pense pas que ce soit volontairement mal fait. Je pense que c'est très difficile, en particulier, de correctement réaliser des scènes de sexe. Sans parler de caméra, de cinéaste ou autre. Par exemple, j'imagine bien comment, en tant qu'acteur, ça doit pas être évident, même si on a un acteur rodé qui a la bouteille, juste de dévoiler sa pudeur, sa nudité. Bon, bah, c'est pas une mince affaire, hein. Tout le monde n'est pas capable de faire ça, c'est pas facile. Et quand bien même on sait le faire, encore faut-il bien le faire. Là encore, tout le monde n'en est pas du tout capable, quoi. Ouais, t'as raison de souligner la performance des acteurs. Bah, enfin, je me dis, moi, j'ose même pas imaginer comment on peut faire ça. Bon, bah, c'est vraiment, vraiment pas évident, quoi. Et après, sans parler encore une fois de compétences techniques, parce que bon, au bout d'un moment, je me dis, et encore, on peut se poser la question avec certains films récents, mais disons que sur le papier, tout le monde peut poser correctement une caméra, montrer les choses sans les rendre plates. Bon, parce que effectivement, pour les scènes de sexe, ça pardonne pas. Mais juste, disons, je sais pas comment le définir autrement qu'en termes de compétences. Et là encore, pas de compétences techniques. J'ai tendance à penser que tout le monde est pas capable de montrer des scènes de sexe avec du désir, de l'érotisme, tout simplement parce que quelque part, je crois que l'érotisme, soit on sait ce que c'est, soit on sait pas ce que c'est. Je crois pas que ça s'apprenne, l'érotisme. Je pense que c'est quelque chose qui est... Ouais, je crois que c'est quelque chose qui est de l'ordre de, quelque part, de l'inné. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un peu bizarre à dire comme ça, Morgane, mais je pense qu'il y a des réalisateurs qui ont très bien compris ce qu'était l'érotisme et qui sont capables de le montrer avec
plus ou moins... de justesse, quoi. Ouais, de justesse tout au long de leur film. Je crois qu'il y a des réalisateurs qui forcent en la matière, qui essaient de faire de l'érotisme, mais qui n'y arrivent pas et qui n'y arriveront jamais. Et je crois qu'il y en a qui savent aussi très bien qu'ils n'y arrivent pas et qui n'en montreront pas, par exemple, au hasard. Spielberg, il n'y a jamais de sexe dans son cinéma, mais tu en diras plus de détails à ce sujet, Morgane, parce que tu connais mieux le travail de Spielberg que moi. Mais je me dis, peut-être qu'il n'en montre pas parce qu'il sait très bien qu'il ne saurait pas faire. À mes yeux, oui, c'est totalement conscient de sa part. Et quand il en a montré, les rares fois où il en a montré, c'est pas forcément le plus réussi de son cinéma. Donc, est-ce qu'il s'est déjà exprimé, Morgan Spielberg, à ce sujet? Alors, non, je crois pas. Je crois pas que ce soit exprimé. Mais en tout cas, il y en a une particulièrement de scène de sexe dans Munich, notamment, qui va un peu au-delà du bon goût, quoi. C'est pas très bien. Donc oui, je pense que Spielberg a conscience du fait qu'il ne sait pas filmer le sexe et que c'est un sujet, notamment le sexe en général, qui est plutôt quelque chose qui fait bien de ne pas aborder. Ouais. Oui, donc voilà, je veux dire, là aussi, tu dis quelque chose en filigrane qui est intéressant, c'est que on peut être un ou une très bon réalisateur, réalisatrice, sans montrer des scènes de sexe. Ouais. Pour reparler d'exemples concrets, Morgane, puisque la plupart du temps, comme on l'a dit, les scènes de sexe, ça reste mal fait, est-ce que toi, tu aurais 2 exemples qui dérogent à la règle ? On va dire un ancien, un récent. Ouais, voilà, je m'étais dit que c'était bien de citer 2 films, notamment un ancien et un plus contemporain, notamment pour expliquer que effectivement le sexe au cinéma c'est un truc qui est vieux. Donc tout d'abord, déjà je vais citer 2 films avec des scènes de sexe non simulées. Attention, scandale. Ce qui veut dire que c'est vraiment filmé, quoi. C'est toujours vraiment filmé, mais ce qui veut dire que l'acte a vraiment lieu. Voilà, c'est oui, ça. Voilà. Il y a pas de comment dire d'organes de faux organes sexuels ou alors c'est filmé de dos ou des choses comme ça, quoi. Et alors, pardon, avant que tu puisses citer les 2 exemples, Morgane, une question un peu piège. Alors, attention, qu'est-ce qui, parce que je suis en train d'y réfléchir là, qu'est-ce qui distingue d'un point de vue théorique, du coup, ces films de la pornographie ? Est-ce que, en fait, ma question, je l'ai mal posée, mais je la posais plus simplement. Est-ce qu'un film, donc du cinéma, avec des scènes de sexe non simulées, est-ce que c'est forcément de la pornographie ? Là, c'est une question qui va au-delà de la classification des choses. Bien sûr, mais d'après toi, est-ce que un film donc avec des scènes de sexe non simulées, c'est forcément de la pornographie du coup ? Je pense qu'en fait, on peut qualifier la séquence de pornographique dans le film, mais en fait, je pense que c'est pas un film pornographique à partir du moment où c'est pas le sujet du film, quoi. Ok. Après, c'est peut-être je tords peut-être le concept et j'invite les gens à me dire que c'est pas ça, s'ils pensent donner leur avis, mais je pense que c'est à ce niveau-là que ça se situe, ouais, la différence de classification. Ok. Et donc, si je dois citer les 2 films, donc le premier que je citerai, c'est un de mes films préférés de tous les temps, c'est L'Empire des Sens de Nagisa Oshima, donc réalisé en 1976. Nagisa Oshima qu'on parlait justement juste avant sur une scène de viol dans un film. Donc on comprend que c'est un cinéaste qui aime bien provoquer le scandale, et le film a provoqué le scandale quand il a été projeté à la Caserne des réalisateurs à Cannes et au Japon, où notamment l'actrice principale, Eiko Matsuda, a été maintes fois agressée dans la rue, qualifiée de pute, et on lui a craché dessus d'ailleurs. Ce qui fait qu'elle a quitté le Japon pour vivre à Paris il y a quelques temps. Et d'ailleurs, sa carrière au passage, a été sacrifiée. Ouais. Oui, par rapport à ce que tu dis, encore une fois, je veux dire, c'est les femmes qui prennent cher. Bien évidemment, l'homme n'a pas eu les mêmes considérations. En tout cas, au-delà du contexte scandaleux, c'est un des films les plus beaux, certainement, sur les rapports amoureux et charnels entre hommes et femmes. Et le sexe, qui est certes montré de manière sans artifice, mais il est aussi montré sans jugement moral ni voyeurisme. Il n'y a pas d'enjeu pour exciter, en fait. C'est pas, il y a pas, voilà, là où ça déroge avec la pornographie, c'est certainement ça aussi. Le but n'est pas d'exciter le spectateur, c'est aussi après, s'il excite le spectateur, c'est
un peu à son insu, on va dire. Mais je veux dire, le but du film, c'est comme de montrer un couple qui s'aime et qui fait l'amour. C'est pas intentionnel de la part de Oshima, c'est ça ce que tu veux dire. Voilà. Alors oui, il y a du désir, il montre quand même du désir, etc. Mais c'est pas dans un cadre hors du film. Le but du film, c'est juste de montrer le désir entre deux personnages. Ça me rappelle un projet qui n'a absolument rien à voir, Morgane, mais là, spontanément, quand je t'entends parler, je pense justement à Crash de David Cronenberg, parce qu'il me semble bien que Cronenberg, quand il a fait Crash, pour lui, il faisait pas du tout un film sur le désir. Mais il y a des personnes qui trouvent ce film désirable. Oui, bah alors après, c'est peut-être aussi lié à des déviances de certains spectateurs. Non, mais bien sûr. Parce qu'en fait, il filme quand même des gens qui sont déviants, donc... Alors sans jugement, encore une fois, Cronenberg ne juge pas ses personnages, ils sont déviants, ils aiment faire l'amour, ils s'ennuient, et du coup ils font l'amour après avoir eu des accidents de voiture. Donc voilà, c'est forcément déviant, hein, mais... c'est sûr. Mais voilà, donc je trouve que, en tout cas, Oshima a eu raison de filmer le sexe tel quel, car le sujet du film est l'érotisme, et nous montre jusqu'où peut mener la passion, tout en restant dans le cadre de l'amour, du consentement, et en dehors de toute violence. C'est ça aussi qui marque dans le film. Alors oui, il y a une mort à la fin, mais c'est une mort dans le bonheur, en fait. C'est ça qui est paradoxal dans le film. C'est les liens entre l'amour et la mort, évidemment, mais du coup, il y a quelque chose de... Enfin, c'est pas un film, en tout cas, où le sexe est montré comme quelque chose de violent, de choquant, de... Non, et puis le rapport du sexe, entre le sexe et la mort dans l'Empire des Sens aussi, j'ai envie de dire, Morgane, ça montre quelque chose, finalement, qui est très éloigné de nos cultures occidentales, et c'est quelque part... ce qui rend ce film très intéressant pour nous, quoi. Même si on peut lire le film aussi sous ce qu'a écrit Bataille sur l'érotisme et le sexe. Donc, c'est vrai que je n'ai pas lu. C'est vrai que l'Occident, pas forcément les mêmes types de représentations, mais c'est vrai que, par exemple, quelqu'un comme Bataille, Georges Bataille, a développé comment dire, une pensée sur l'érotisme qui peut s'appliquer à l'Empire des Sens, même si Bataille n'a pas forcément eu beaucoup de gens qui ont suivi sur ses pensées, quoi. Et donc l'autre film que je citerai, c'est Nymphomaniac de Lars von Trier, donc plus récent. Hein, pour l'anecdote, Nymphomaniac, c'est le premier film que je suis allée voir toute seule au cinéma. Sympa. Bah oui, parce que en fait, je me suis dit, bon, vu le sujet, j'avais pas envie d'être accompagnée, je voulais vraiment être confrontée seule à l'écran. Et ça m'avait marqué parce qu'à l'époque, j'étais un horaire tout à fait classique dans la salle, c'était en fin de journée, début de soirée. Et il n'y avait quasiment, justement, que des gens seuls. Je pense que c'est le film que tout le monde est allé voir seul. C'est très possible. Alors bon, par contre, si on continue sur l'anecdote, juste aparté, je me souviens avoir vu donc, La vie d'Adèle dans une salle comble à l'UGC Bercy, dans la plus grande salle du cinéma. Et effectivement, les gens sont partis dès la première scène de les 5-6 minutes de rapport entre Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux. Ouais, c'est vrai que le cinéma, le sexe au cinéma peut avoir peut gêner les gens, même au-delà même de nos années récentes. Enfin, ça date, quoi. Ça fait quasiment 10 ans, quoi, La vie d'Adèle. Mais voilà, là, c'était du sexe quand même très... c'était simulé, hein, mais je veux dire, il y avait quand même les deux actrices nues, et c'était quand même très bien fait dans la simulation. Je veux dire, on y croyait vraiment. Donc je peux comprendre quelque part que ça gêne, parce qu'on n'est pas loin de la pornographie, enfin de l'érotisme avec des images qui viennent de la pornographie. Dans ce qui est montré, oui. Et donc Nymphomaniac, pour l'anecdote aussi, a eu recours à des doublures cette fois, donc c'est non simulé, mais c'est pas les vrais acteurs qui tournent, ce sont des acteurs pornographiques qui sont engagés pour tourner ces séquences. Et encore une fois, c'est bien fait, c'est par l'art du montage que Lars von Trier nous fait croire que ce sont eux. Et donc le film suit la vie d'une nymphomane à travers son parcours sexuel, et du coup de toute sa vie, en fait, donc de son éveil au plaisir de la chair, à ses relations tumultueuses avec les hommes, jusqu'à son rejet, en fait, complet par la société et par les hommes notamment. Et le film se termine par en fait elle se confie à un homme qui l'a recueillie alors qu'elle était blessée et tout, et en fait l'homme tente de la violer, donc et en fait elle se défend. Et donc tout le projet du film de Lars von Trier, donc, qui est toujours du côté de son héroïne, c'est de montrer les hommes quand même comme des gens détraqués, notamment dans leur rapport au sexe. Et voilà, donc dans leur rapport aux femmes. Oui, dans leur rapport au sexe et aux femmes, tu as bien fait de le préciser. Et donc parler d'un tel sujet sans avoir recours aux scènes de sexe, pour moi, n'aurait pas eu la même force à mes yeux. Et toi, Julie, donc tu as 2 exemples à nous proposer ? Ouais, alors des exemples différents quand même. Hein. Non, ce dont on a déjà parlé à Recaméra dans l'épisode 9, le film de Tsai Ming-Lang, Days,
Je vais pas refaire le discours que j'avais fait dessus au moment de l'enregistrement de l'épisode, mais juste en quelques mots, pour moi, c'est une des plus belles scènes de sexe récentes au cinéma, quoi, enfin carrément de ces dernières années, pour une raison simple, c'est que le temps réel du sexe s'accorde avec le temps de la scène de sexe dans le film, et ça, de mémoire, c'est la première fois que je le vois. C'est très beau, c'est un moment chargé d'érotisme entre deux hommes, c'est très bien fait, c'est à la fois étrangement pudique, doux, beau, enfin voilà, je veux dire, je pourrais aligner d'autres adjectifs, mais je trouve que c'était vraiment un moment à voir au cinéma en 2022. Enfin, on peut toujours le voir, cela dit. Et d'ailleurs, c'est l'exemple même du film, en fait, où on se dit, si on le retire du film, le film, il perd un peu son intérêt, c'est ça que je veux dire. Bien Enfin, je veux sûr. dire, le film est très beau, il est très bien, etc. Mais en fait, la scène de sexe, c'est comme la scène centrale où il y a, parce que pendant tout le film, on suit les deux personnages séparément, et en fait, il y a cette collision des deux personnages, et collision sexuelle, et voilà, enfin, la scène est ultra importante, et justement, c'est le modèle de la scène qui dit que le sexe au cinéma peut avoir un intérêt. Bien sûr. Et donc, j'allais dire, en plus ancien, Morgane, je vais tricher pour prendre un film qui parle surtout d'érotisme et dont le sexe est le sujet principal. J'ai envie de parler de Sexe, mensonge et vidéo de Steven Soderbergh, qui est le meilleur film que j'ai vu de lui de toute façon. Et c'était son premier. Exactement, premier film, Palme d'Or. J'aime beaucoup le cinéma des années 90, justement pour son côté sulfureux en la matière. Celui-là, il en fait partie, mais quelque part, je trouve qu'il prend un peu le contre-pied de tout ce qu'on voyait en matière de films, on va dire, à caractère hautement sexuel dans les années 90, parce qu'il parle notamment d'un type qui est impuissant et d'une femme qui est complètement frustrée. Mais quand même, il se distingue énormément par son approche parce que dans Sexe, mensonge et vidéo, de ce qu'en fait Soderbergh, il faut être sacrément doué, je trouve, pour parler de ces personnages qui sont, donc pour dire grossièrement, largués côté sexe, mais il met en même temps à l'intérieur de son film énormément d'érotisme et il le distille à travers presque chaque scène. C'est un peu ça aussi, quelque part, la force du cinéma. Et c'est quelque chose qu'on retrouve bien moins, malheureusement, aujourd'hui. Oui, et en même temps, il y a quand même toujours des films, tu l'as cité Days, qui est sorti l'année dernière, toujours des films qui prouvent que le sexe au cinéma, c'est pas l'enfer sur Terre. Et je peux citer aussi Make to My Love de Keshish, qui est sorti en 2018, qui était passionnant, en tout cas sur sur le sexe, en fait. On va continuer à parler de sexe, mais de manière un peu éloignée, en attendant les critiques de films avec Beau is Afraid de Ari Aster. Troisième long métrage de l'hyper talentueux Ari Aster, Beau is Afraid marque la première incursion du réalisateur hors de l'Elevated Horror, genre dont il était et toujours en fait la figure de proue. Je ne veux pas relancer le débat à propos de l'Elevated Horror, Morgane, mais pour moi, ça porte à débat ce que tu viens de dire. Oula, ça va être musclé. Donc, toujours produit par le fidèle studio A24, Beau is Afraid est un film qui a connu une longue gestation, notamment en ce qui concerne la post-production du film, puisque à l'époque, en tout cas l'année dernière je crois, le réalisateur a annoncé que le film durerait 4 heures. Finalement, il nous est venu dans un montage raccourci d'1 heure, qui en fait du coup se révèle être le film le plus ambitieux de son réalisateur, et avec une star internationale pour la première fois dans le rôle titre chez Aster, Joaquin Phoenix. Si ça se trouve, Ari Aster, il a annoncé 4 heures pour qu'on lui laisse 3 heures, parce que s'il avait annoncé 3 heures, peut-être on lui aurait laissé 2 heures. Non mais c'est une bonne technique. Les surconvolutions. Je pense qu'il a proposé un montage de 4 heures, A24 lui a dit c'est insortable, et du coup il a dû faire 3 heures. Peux-tu nous résumer le film, Julie ? Oui, alors en quelques mots, dans un environnement assez hostile, Beau, un homme isolé, essaie de rejoindre sa mère pour son anniversaire, donc l'anniversaire de sa maman. Sans y parvenir, pour tout un tas de raisons de plus en plus absurdes, progressivement, il s'enfonce donc dans un cauchemar quasi kafkaïen. Ouais, alors j'en avais déjà parlé à Eric Camera, mais j'ai un rapport assez ambigu au cinéma d'Ari Aster. Donc avant Beau is Afraid, autant j'avais
quasiment, on va dire, adoré Hérédité que je considère comme un film d'horreur traumatisant, pesant, et qui sombrait dans le grand guignol cauchemardesque, dans un final assez spectaculaire. Alors autant Midsommar, ça m'avait déçu. J'ai pas détesté Midsommar, mais je trouve le film un peu chiant. Et ça tient surtout grâce à la super introduction où les parents du personnage principal se suicident avec leur fille. C'était assez traumatisant, cette séquence. Et voilà, j'avais vu en tout cas dans ce film un film chiant et déjà vu sur le thème de l'horreur païenne qu'on appelle également folk horror. Et au final, c'était un film qui nous imposait une séance de psychiatrie aux spectateurs. Hein. Bah, un peu comme Bo is Afraid. Oui, alors oui, on va y arriver. Pour rappel, donc Aster il sortait d'une rupture difficile, donc le film c'était un peu ça, hein, c'était beaucoup ça même. Bo is Afraid donc n'a rien arrangé puisque lui-même est parcouru en fait des défauts et des qualités des deux films en fait. Il y a à la fois ce que j'aime et ce que je déteste dans son cinéma. Donc si la première heure est à la fois un film d'horreur kafkaïen, tu l'as cité, hein, Kafka, et c'est aussi une comédie noire sur un esprit. Le personnage de Bo, il est un peu angoissé et un peu malade, hein. On devine qu'il est un peu foufou. Elle est exceptionnelle cette première heure, mais ensuite le film s'étiole petit à petit, donc la suite, la deuxième heure c'est un peu moins bien, c'est pas nul mais c'est un peu moins bien, et ensuite on arrive dans la dernière heure qui culmine avec un final bête et aussi esthétiquement je trouve, alors que le film est plutôt bien mis en scène, enfin même très bien mis en scène. Et là Aster donc oui nous impose une nouvelle séance de psy, mais cette fois sur le complexe d'Oedipe. Moi, de mon côté, j'ai vu que Midsommar, je trouve que Ari Aster, il fait un peu partie de ces réalisateurs qui, sur le papier, ont l'air d'avoir un sacré melon. Je suis désolée. Comparativement à ceux qui sont capables de faire Bo is Afraid inclus. J'ai été surprise par la première heure aussi parce que, en fait, en la voyant par rapport à Midsommar, j'ai trouvé que Ari Aster, il avait un humour bien particulier, très propre à lui, quoi. Enfin, je veux dire, très bien. J'ai trouvé qu'il pouvait être très drôle, avec un côté mordant original aussi. Et c'est là-dedans, pour moi, en fait, qu'il doit se lancer. Il faut arrêter, au bout d'un moment, de nous embêter avec ses soucis personnels. Le film, il a beau être un délire freudien, non seulement les problèmes avec Freud, on a vu ça des tas de fois, et on l'a vu mieux fait, mais en plus, pour moi, le fait de dire que Bo a des problèmes avec sa mère, j'estime, c'est ma théorie perso sur le film, que c'est une manière à peine voilée de nous parler encore de sa rupture. Enfin, je trouve que, pour le dire avec plus de détails, que le personnage de la mère de Bo catalyse encore le rapport de Ari Aster aux femmes, et je pense qu'il doit passer à autre chose. Préciser quand même si moi je vais mettre quand même des nuances, certes oui, on peut y voir ça, mais quand même Bo is Afraid, c'est quand même un mix de deux de ses courts-métrages précédents où il y avait déjà un rapport entre un enfant et une mère castratrice, et à mon avis il parle de son rapport avec sa mère, je pense, et notamment ça en tant que juif avec la mère juive. Peut-être que son ex l'a largué avant de faire Hérédité, qui nous a rien dit, hein. Ah oui. Non, ma théorie est complètement perchée. Mais non, pourquoi je parle de ça par rapport à la mère dans Bo is Afraid, c'est que il lui reproche Bo tellement de choses et elle a un côté tellement castrateur que j'ai du mal à croire qu'on puisse avoir, on va dire, cette haine, cette envie de revanche par rapport à ses parents. Et pour moi, c'est plus une attaque, c'est peut-être pas le terme, mais disons plus une colère. Enfin, on va parler de colère qui se situe par rapport au fait qu'il a été largué que par rapport à sa famille, parce que hormis dans des cas extrêmes, en règle générale, la famille ne largue pas. En revanche, on a quand même plus de chances d'être largué par la personne avec qui on a été en couple. D'où ma théorie, mais encore une fois, on pourra ne pas être d'accord avec moi. En tout cas, en restant bloqué sur un événement personnel comme celui de la rupture, le résultat, ça reste quoi? Un film de 3 heures, c'est très long, 3 heures au cinéma, qui est pseudo-génial, avec une progression souffreteuse qui vire à la lamentation interminable. Parce qu'une fois passé cette partie avec beaucoup d'humour, il a abandonné cet humour. Donc, au final, il reste quoi? Il reste un homme à qui il arrive que des choses horribles, et quand bien même il pourrait un peu s'en sortir, ça continue, et c'est pas de sa faute, c'est le monde qui l'a largué. Qu'est-ce que tu veux, quoi? On a vraiment l'impression d'être là à ses dépens, et moi je pense que c'est ce côté plaintif, c'est un cercle vicieux. Il faut que Ari Aster il en sorte, et j'estime qu'il a tout intérêt
à en sortir. Au passage, une remarque un peu gratuite, j'ai remarqué en lisant les avis à propos de Beau is Afraid que c'était quand même un film qui avait été bien plus apprécié par les hommes que par les femmes. Et j'ai envie de dire, ça ne m'étonne pas du tout. Et pourquoi ? Parce que c'est typiquement le genre de film derrière lequel des hommes vont mettre beaucoup de concepts un peu fumeux théoriques pour justifier que c'est du génie, que c'est trop bien, que la mise en scène, ceci, cela. Mais en fait, quand on est une femme, on voit ça, on se dit juste, c'est un homme qui est un gros bébé, qui est en train de pleurer, qui nous montre son histoire et qui va le faire tout le temps. Et c'est très fatigant parce qu'il y a un côté, on voit ce qu'on peut avoir l'impression de supporter souvent au quotidien. Et je crois que des hommes qui voient ce film ne s'en rendent pas compte. Mais je te suis, ouais. C'est effectivement encore un film sur un homme impuissant qui n'arrive pas à choper parce qu'il a des problèmes avec les femmes. C'est un peu usant, et puis effectivement il se comporte comme un gros bébé, même si bon, ce qu'on peut lui reprocher de base, parce que sa mère, dans le film, particulièrement dans le film, hein, je parle pas de... elle est tyrannique, mais tu vois, c'est ça aussi qui fait de Morgan de Beau is Afraid un film complaisant, c'est que on justifie ce côté... très enfant de la part d'un homme parce que le pauvre, sa mère, elle n'a pas été gentille avec lui. Bien sûr, mais après dans la logique cauchemardesque, à la limite ça me dérange moins, tu vois, du film, parce que on sent que le film c'est pas réaliste, donc voilà, le personnage est un gros bébé, mais c'est pas réaliste, voilà. Mais j'ai vu le film comme une version détraquée justement de 40 ans, toujours puceau de Judd Apatow, un film que j'aime beaucoup d'ailleurs de Judd Apatow, bon, un peu moins Beau is Afraid du coup, mais tout ce qui a trait au dérangement interne du personnage, c'est ce qui m'a le plus passionné. Et en fait, ça passe souvent par l'humour, donc c'est ça qui est le plus intéressant. Plutôt que le rapport conflictuel avec sa mère, là, on est tout de suite dans le truc un peu horrifique, classique, avec la mère tyrannique, ça, on l'a déjà vu, ça fait un peu Huppert movie, avec une actrice qui est moins bonne que Isabelle Huppert, donc ça m'a un peu saoulé. Oui, et puis même, j'ai envie de dire, quel film d'horreur aujourd'hui ne parle pas de problèmes familiaux, enfin... Oui, il y en a tout le temps, oui, c'est sûr. Et il y a presque quasiment que ça, même. Mais justement, la scène avec, la partie humoristique du film, c'est là où Aster montre toute l'étendue de son talent de metteur en scène, grand metteur en scène comique en fait, c'est ça qui est fou. Bien sûr, il devrait faire un film comique horrifique. Ouais, je pense le sommet du film, pour moi, c'est la scène où Beau doit aller chercher de l'eau au magasin d'en face parce qu'en fait, il avale un médicament à prendre. Il est angoissé, hein, il a des médicaments de la part de son psy. Il prend un médicament et en fait il va se dire je vais mettre de l'eau dans mon verre, sauf il se rend compte qu'il a plus d'eau et il avale le médicament en se rendant compte qu'il est angoissé. Et sa seule solution pour avoir de l'eau, il n'y a plus d'eau au robinet parce que c'est coupé, il y a une coupure d'eau. Du coup il faut qu'il aille au magasin qui est juste en bas de chez lui. Sauf que entre-temps, avant ça, il s'était fait voler ses clés et donc il est obligé de laisser sa porte ouverte, sauf qu'en plus, s'il descend de l'immeuble, il doit mettre un truc pour bloquer la porte parce qu'il peut pas rentrer dans son immeuble parce que dans ses clés, il y avait son badge. Et donc, du coup, il y va et en fait, tous les détraqués du coin rentrent chez lui pendant qu'il est en train d'acheter de l'eau, sachant qu'en plus, il a pas d'argent, donc c'est une galère monstrueuse, il a plus d'argent sur sa carte bleue, donc la scène est folle parce que tu te rends compte qu'il y a tout le voisinage qui rentre chez lui, en fait. Et du coup, il est forcé de rester sur les escaliers de métal là, qui sont le long du mur, et du coup, il assiste à au défonçage en règle de son appart par... Oui, il y a une espèce de soirée qui se déroule à l'improviste et sans son consentement dans son propre appartement. Ouais, la soirée, en fait, qui tourne limite au pugilat, n'importe quoi. Il y a une autre scène courte, Morgane, que j'ai trouvée très drôle dans la même lignée, c'est que Beau est terrifié par les araignées. Et on est beaucoup à avoir peur des araignées. J'apprends rien à personne. Mais disons que quand on pense à la peur des araignées, les araignées, par rapport aux êtres humains, c'est tout petit. Et là encore, ça fait partie des bonnes idées pour moi dans la première heure qui est géniale de Beau is Afraid. C'est qu'il y a une analogie entre les araignées et en fait un moment où Beau est dans son bain et il y a un homme qui est coincé au plafond comme le serait une petite araignée. Mais là, comme c'est un homme, forcément il est plus gros, donc forcément il est énorme et forcément ça devient comique parce que c'est comme un homme araignée. C'est pas Spider-Man, mais... non, il glisse d'ailleurs, il tombe. Donc Voilà. Et, mais ce côté-là de cet homme qui est
plaqué au plafond et qui, encore une fois, se rattache au reste de cette heure comique où, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, Beau subit l'intrusion de beaucoup de gens dans son appartement, dans des lieux qui sont privés. Ça fait partie aussi, je trouve, de ce qui est assez marrant, quoi. C'est même, moi, je trouve hilarant. Et en plus, Joaquin Phoenix est assez exceptionnel dans son rôle de type complètement angoissé, quoi. Il est très bon là-dedans. Encore un qui devrait faire plus de comiques pour se déniaiser un peu. Hein. Oui, c'est vrai. J'aime aussi les rapports qu'entretient Aster avec le cinéma, en fait, que je vais appeler un démolisseur en chef de la petite bourgeoisie provinciale américaine. C'est Todd Solondz, dont on n'a plus vu de film depuis Le Tekel en 2016, que d'ailleurs j'avais moins aimé par rapport à ses premiers films. J'avais bien aimé, moi, Le Tekel. Ouais. moi j'aime beaucoup les premiers films de Todd Solondz, un peu moins les derniers. Dark Horse, c'était pas terrible non plus. En tout cas, c'est surtout ça concerne surtout la deuxième partie du film, donc lorsqu'il est accueilli par une famille de bourgeois qui sont provinciaux, on devine qu'ils sont en dehors de la ville, suite à son agression, et en fait parce qu'il se fait agresser par un mec fou il se fait écraser notamment. Oui, en plus, par ces gens, en fait. Il subit tout. Voilà. Et en fait, du coup, il le soigne, mais en fait on se rend compte que ces gens-là sont des gens dérangés, et en fait il le séquestre pour en faire un fils de substitution suite à la mort de leur fils qui était un soldat. Mais en fait, tout ça est très, très intéressant, très bien fait, et je trouve que même les visions cauchemardesques, elles fonctionnent bien. Le problème, c'est que dès que le film devient un peu trop théâtral, notamment à partir du moment où il va dans la forêt, il découvre la compagnie de théâtre, et il y a la fameuse séquence d'animation qu'on voit beaucoup dans la bande-annonce, et qui, au demeurant, reste très jolie. Je trouve que tout ça devient vite plus lourd, vite plus symbolique, avec des gros sabots, et le retour dans la maison de la mère, c'est abominable, sauf peut-être une séquence dont tu parleras, il me semble. En tout cas, pour moi, tout le film, en fait, démarre sur les chapeaux de roue, et en fait, il s'auto-détruit au fur et à mesure. En fait, c'est trop long, il y a trop de choses, et c'est un film qui se fait comme un entonnoir. C'est-à-dire, c'est génial au début, à la fin, c'est la cata. Et c'est vraiment dommage parce que ça gâche l'entièreté de Beau is Afraid. Je vais revenir, Morgane, sur la séquence chez les bourgeois qui le maintiennent dans un état, on peut dire, de quasi-captivité. Il y a une chose qui est très bien là-dedans pour moi, c'est Denis Ménochet, en élément perturbateur que je veux mentionner parce que il est très bon dans le film, et il en rajoute, on va dire, une couche sur cet humour qui s'effondre progressivement. C'est un peu l'élément persistant de l'heure auparavant qui était top, et qui finalement est symbolisé dans son personnage à lui, dans un ensemble un peu plus convenu et un peu plus moyen. La séquence d'animation, sinon, elle est très belle en soi. Bon, après, elle est longue, mais malgré sa beauté, elle est surtout ennuyeuse. Après, j'aime bien la tentative sur le papier parce que je crois que ça fait longtemps, Morgane, qu'on n'a pas vu des acteurs en prise de vue réelle dans de l'animation. C'est un peu un truc qui est devenu has-been au cinéma. Ouais, intégré dans l'animation, je vois pas trop là tout de suite. Je sais qu'il y avait un film avec Blanche Gardin, mais c'était des séquences d'animation qui étaient coupées des séquences de vue réelle, tu sais, tout le monde aime Jeanne ou je sais plus quoi. Oui, donc ça n'a pas grand-chose à voir, mais bref, c'est tout ça pour dire que ça se fait pas souvent et que Ari Aster, il a le mérite de l'avoir fait faire, donc ça existe. Après, est-ce que ça apporte quelque chose ? Bah, pas vraiment. On est juste dans la continuité des déboires de Beau, et voilà. C'est une séquence qui est quand même assez symptomatique, au fond, du problème de ce film. C'est qu'il y a beaucoup d'effets qui se veulent ébouriffants. Il y a beaucoup de choses, comme le fameux jugement à la fin, le tribunal, ou, autre exemple, avec cet énorme pénis dans le grenier. Bon, bah, ok, ça fait marrer 3 secondes, mais en fait, ça sert pas à grand-chose. C'est tout, il n'y a rien à en retirer. Plus on avance dans le film, plus je me disais qu'il était fini, en croyant être parvenu, en fait, au bout des 3 heures, pour me rendre compte que, bah non, Beau is Afraid n'est pas fini, ça continue, c'était vraiment interminable. Et moi, je croyais que, en fait, surtout, ça allait se terminer quand Beau, il avait résolu son problème. C'est-à-dire que pendant tout le film, il y avait un problème en filigrane, qui était que si Beau avait un rapport sexuel, il allait mourir. Et donc, il y a une scène où, en fait, Beau, il meurt pas. Et je me suis dit, on a résolu le problème, le film va se diriger vers autre chose. Pas du tout, ça continue, comme si, au final, c'était anecdotique, alors qu'encore une fois, dans Beau is Afraid,
ça a été raconté comme si c'était quelque chose de très important. C'est un peu bizarre comme ça de lâcher son sujet après l'avoir monté en épingle. Oui, ça faisait une belle conclusion au film, une bonne conclusion au film en tout cas. Pour moi, c'est une des meilleures scènes du film avec Parker Posey qui joue le rôle de la victime sacrificielle et qui est beaucoup plus belle que Joaquin Phoenix. Enfin, c'est ça qui est complètement ridicule. Et Mariah Carey en fond pour le côté un peu justement ridicule, un peu cliché de la scène un peu sexy. Et donc oui, c'est la comédie du film. Là, on rattrape en fait le côté comique du film qui fonctionne le mieux. Et voilà, c'était une meilleure conclusion plutôt que la longue confrontation avec la mère et le retour d'ailleurs de Denis Ménochet de nulle part dans la séquence avec le pénis, ou le tribunal qui vient enfoncer le clou dans une esthétique surréaliste douteuse qui ressemble au mauvais Terry Gilliam. Je parle les derniers surtout. Moi, je crois que le film il pêche surtout par gourmandise. Ari Aster il en a fait trop dans son film. Certains trouvent que cette liberté créative est géniale, hein. Je l'ai notamment lu sur pas mal de tweets, mais de mon côté il manque l'intervention en fait d'un producteur pour mettre de l'ordre à cette œuvre qui certes est jusqu'au boutiste, on comprend, c'est complètement il a fait ce qu'il voulait. D'ailleurs, je me demande au passage pourquoi on laisse... j'en sais rien, j'ai pas de réponse tout de suite. Pourquoi on laisse Ari Aster faire autant ce qu'il veut ? Ces deux films ont marché. Ils ont très bien marché. Ouais. Parce qu'on est d'accord, Morgane, qu'en France, ils n'ont pas tant marché que ça. C'est aux États-Unis qu'ils ont marché. Aux États-Unis. Il me semble que Midsommar, c'est 50 millions de recettes. Oui, c'est pas mal, quoi. Pour un film qu'on a goûté 4 fois moins, je crois, donc c'est assez énorme. Effectivement. Et Hérédité, c'était pareil, hein, je crois que c'était 45 millions. Donc, Et là, Beau is Afraid... non, je sais pas, mais je crois que ça a bidé. Ce qui n'est pas étonnant. Donc voilà, c'est un film jusqu'au boutiste, mais au final, c'est juste un film crétin et égocentré, donc c'est un peu dommage de encore une fois aussi prendre le spectateur pour un type qui doit avoir une séance de psy forcée. Ouais. Et voilà, j'en suis toujours au même stade avec Astor qui est partagé entre est-ce que c'est une arnaque ou un génie, même si je sens qu'il y a du génie quelque part. Et je pense qu'il va falloir qu'il dégonfle un peu son melon s'il veut réaliser son vrai chef-d'œuvre. En tout cas, on reste toujours dans le cinéma américain avec cette fois une proposition nettement plus apaisée et minimaliste, c'est Showing Up de Kerry Reichardt. Présenté en compétition au Festival de Cannes en 2022, et oui, déjà un an, Showing Up est la 4e collaboration entre la réalisatrice Kelly Reichardt et l'actrice Michelle Williams. Pour citer les autres films, il y a eu Wendy et Lucy, La Dernière Piste et Certaines Femmes. Que des bangers. Je les ai pas tous vus. À noter enfin que les œuvres d'art qu'on voit dans Showing Up sont de vrais objets créés par l'artiste Cynthia Latti. Il me semblait important de la mentionner en parlant du film. Oui, parce que ça a une place importante dans le film. Ouais. Bien sûr, qui a donc collaboré avec le projet. De quoi parle le film globalement, Morgane ? Ouais, puis juste avant, juste préciser que c'est encore un film à 24. C'est vrai, cette émission n'est pas sponsorisée par A24. Partout. Donc oui, le pitch est très simple. Hein. Donc avant le vernissage d'une prochaine exposition, Lizzie, une artiste, voit son quotidien et son rapport aux autres ainsi que sa vie chaotique devenir sa source d'inspiration. Je vais mettre les pieds dans le plat, c'est indéniablement un bon film, mais j'ai pas aimé Showing Up. Je sais que j'ai du mal avec des films qui montrent des personnages pas aimables. Ça a déjà été le cas avec Retour à Séoul de David Chou. Là, je trouve qu'on grimpe un niveau supplémentaire. Je parle pas du tout de qualité cinématographique, mais juste sur ce point-là, Showing Up est un film avec des gens chiants, tous sans exception. Le quotidien est pénible, l'entourage égoïste au possible. La seule qui échappe un peu à ça, en fait, c'est le personnage incarné par Michelle Williams, Lizzie. Et encore, comme elle fait tout le temps la gueule, j'ai fini par en avoir marre aussi. C'est en somme un film sur des bobos qui vivent dans un cadre idyllique et qui sont à peine capables d'authenticité et de se prendre en charge. Ouais, oui, Julie, c'est effectivement le projet du film, mais moi je vais le voir d'une manière un peu différente que toi. Donc il ne se passe pas grand-chose dans le film. D'ailleurs, si l'enjeu narratif d'un film comme First Cow, donc son film précédent à Kelly Reichardt, était clairement dessiné. Ici, il n'y en a pas, ou presque en fait. Il faut que Lizzie termine ses sculptures. C'est peut-être pour ça que j'ai entendu certains parler de film mineur. Est-ce que pour toi, par exemple, par rapport au précédent First Cow, Morgane, c'est un film mineur ou pas ?
Non, enfin c'est un film moins bien, oui, parce que je préférais First Cow, mais un film mineur. En fait, je déteste cette appellation de film mineur. On est d'accord. Bientôt un prochain sujet qui fâche. Est-ce que film mineur, on peut le dire ou pas? Ouais, c'est aussi parce que souvent, en fait, en Aung San Suu Kyi, tous les films qui sortent à chaque fois, c'est toujours c'est un film mineur, c'est un film. Parce que pourquoi il n'y a pas d'enjeu narratif en fait. Et en fait, pour un film soit majeur, il faut qu'il soit ambitieux dans sa narration, il faut qu'il raconte des grands sujets. Et voilà. Alors que même First Cow en soi, c'était pas un grand sujet. Enfin, si, on pouvait voir aussi un truc un peu sur l'arrivée du capitalisme. Voilà. C'était effectivement. Oui, mais c'était un peu tiré par les cheveux. Et comme tu le dis, Morgane, pour en revenir à Showing Up, c'est vrai, c'est pas parce qu'un film ne parle pas de la vie, la mort, l'amour que c'est un mauvais film. Ouais, et puis en vrai, si on interroge le film parle quand même de ce que c'est de créer et ce que c'est d'être un artiste, en fait. Ce qui n'est pas une mince affaire. Voilà, c'est ça. En fait, il faut juste comprendre que c'est pas parce qu'on fait pas des films avec des grandes... Parce que c'est aussi le truc avec Kelly Reichardt, c'est qu'elle fait quand même des films assez lents, avec une mise en scène qui est faussement minimaliste, parce qu'en soi c'est quand même très bien filmé. Voilà, il y a pas de ça, du coup, avec le sujet qui est pas forcément très enfin en tout cas la narration qui est pas très marquée, t'as l'impression de voir des films mineurs effectivement, alors que dans First Cow, il y a un meurtre ou d'un moment, enfin double meurtre parce que les deux personnages meurent. Voilà, là on a l'impression qu'il se passe des choses. En tout cas, voilà, il faut que Lizzie termine ses sculptures et son entourage et ses proches semblent tout faire pour l'en empêcher. Voilà, c'est ça le pitch du film. Bon, on l'avait déjà compris quand je l'ai cité. Donc on comprend mieux que ce que racontent ces petites statuettes qu'elle fabrique dans le film. En fait, elles sont nourries par l'angoisse qu'elle subit au quotidien, Lizzie. Donc on a ses parents qui se comportent comme des enfants. Ils font partie des personnages insupportables du film. Oui, mais en fait, tous ceux que je vais citer là, ils vont être insupportables. Il y a son frère, qui est schizophrène, sa voisine, et qui est également sa propriétaire, en fait, parce qu'elle a emménagé chez une femme qui a une maison et l'étage est loué par Lizzie, est une propriétaire donc envahissante et aussi égoïste, parce qu'en fait, pendant tout le film, on comprend qu'elle fait rien pour mettre le chauffage, pour qu'elle ait de l'eau chaude. En fait, elle remplit pas son rôle de propriétaire. Ah là, c'est ça. Elle fait passer en fait son travail, parce qu'elle a elle aussi des expos à faire. Ils sont tous des artistes. Et qu'en plus, elle a des expos, elle en a deux, contrairement à Lizzie qui en a qu'une. Et en plus, c'est des gros trucs. Et du coup, non, j'ai pas le temps de te confondre pour mettre l'eau chaude. Insupportable. Et aussi des collègues au travail qui sont quand même assez superficiels. Ou en tout cas, elle a des rapports très superficiels avec eux. Donc tout est conçu pour irriter autant Lizzie et donc le spectateur. Je comprends très bien que ça t'ait saoulé. Et en même temps, Lizzie, c'est pas un personnage particulièrement aimable. Effectivement, elle est un peu aigrie, un peu droupie sur les bords. C'est pas le personnage le plus aimable qu'on ait pu faire dans le cinéma. Mais le film, il a quand même l'idée géniale d'introduire un élément perturbateur supplémentaire à tout ce qui se passe dans la vie de Lizzie, qui est en fait un élément qui va devenir peu à peu clé dans le scénario et instiguer une pointe de douceur. C'est le pigeon. Le pigeon, quand même, un animal qui est assez insupportable en soi. Oui, c'est horrible. On dirait qu'on parle de chewing up en le démontant, mais en soi, pas spécialement. Bon, moi, j'ai pas aimé. Toi, t'as plus aimé que moi. Moi, j'ai beaucoup aimé, en fait. On va clairement dire. Voilà, Morgane. Et il a des qualités. Et puis bon, un pigeon, voilà, on vit à Paris. On voit des pigeons, forcément, on a envie de les massacrer, même si on mange pas de viande. Là, c'est peut-être un des rares films qui montre un pigeon qui est cool, quoi. Il est cool. Et en fait, pour expliquer un peu, il est ramené à l'appartement de Lizzie par son chat, qui est un chasseur. Hein. Comme tous les chats. Oui, voilà. Et puis le chat, c'est vrai qu'il est chaud aussi. Il fait chier Lizzie. Ouais. C'est terrible. En fait, elle essaie de travailler. Son chat, il fait enfin, tu vois, il est un peu chiant, comme tous les chats. Il fait que réclamer. Voilà. Et finalement, on l'accepte à contre-cœur de s'en occuper. Au début, elle veut s'en débarrasser. Et en fait, sa voisine a fait mais non, on va le soigner. Et en fait, après, elle dit tu vas le garder le temps, tu vas le surveiller parce que moi, il faut que j'aille travailler. Et au début, c'est saoulant pour elle, mais en fait. Sa voisine est vraiment toxique. Oui, très bonne actrice qu'on a vue dans. Elle était nommée aux Oscars dans The Whale. Oui. Elle joue l'infirmière de. J'ai plus son nom, Jocelyn Shaw ou un truc comme ça, c'est peut-être ça, faudrait que je retrouve. Et voilà, du coup elle accepte au début à contre-cœur de s'en occuper, mais en fait au fur et à mesure du film elle va carrément nouer un lien étrange. Quand sa voisine va vouloir le récupérer, parce qu'elles se sont dit qu'elles vont se le partager la garde, elle va dire non je vais le garder avec moi, et en fait elle l'emmène, quand elle a créé elle l'emmène, et en fait l'animal il est muet, hein, évidemment il parle pas, mais en plus il fait pas trop de bruit,
et il fait que observer. C'est un pigeon qui ne se comporte pas comme un pigeon. C'est ça, ouais, c'est un détonnant pigeon. Il fait pas comme ça, il est. Oui, il recoule pas. Voilà, il est vraiment, il fait pas de bruit. Le pigeon idéal, et il fait que observer avec une certaine majesté et une étonnante tranquillité, Lizzie, et en fait. Il est presque comme une intervention d'Izzy, ce pigeon. Il va permettre à Lizzie de se concentrer, de se calmer et de mettre de l'ordre dans son chaos. C'est un peu son gris-gris, en fait, Morgan. Ouais, c'est ça. Et de terminer l'œuvre. En fait, on est un peu dans la phase animaliste de Kelly Richards, j'ai l'impression. Après la vache, le pigeon. Ouais, le pigeon. Et, mais sauf que là, il a encore plus un élément, on va dire... en fait, la vache va entraîner la perte des personnages principaux dans First Co, après leur avoir apporté de l'argent, parce qu'il galérait. Là, en fait, non, il n'a pas ce côté un peu, finalement, qui va entraîner la chute du personnage principal. En fait, il va lui permettre de mettre de l'ordre dans le chaos. Et en fait, à la fin, Lizzie libère le pigeon. Et quand elle s'en va avec sa voisine au loin, la caméra fait un truc un peu surprenant. Elle se lève et en fait va se poser dans un arbre, comme si c'était le pigeon qui se posait dans l'arbre. Et en fait, on comprend que ça se mêle, en fait, la vision du pigeon, du spectateur. Et en fait, voilà, il y a ce point de vue un peu animaliste qui est assez surprenant et en même temps assez surnaturel. Et voilà, ces petits gestes de mise en scène qui font que, en fait, toute la force du cinéma de Kelly Richards, qui est en apparence minimaliste, mais qu'en fait est tout un cinéma d'une très grande réalisatrice. Bien sûr, et puis, ça c'est peut-être un truc commun de scénario, mais moi j'aime bien quand tu as un élément qui est censé être négatif, qui en fait s'avère positif, parce qu'il y a toujours quelque chose de surprenant là-dedans. Enfin, moi quand j'ai vu le pigeon arriver dans le film Morgan, je me suis dit, oh non, ça va être encore quelque chose d'absolument pénible, comme tout le reste de Showing Up, alors que pas du tout. Peut-être le pigeon est-il le meilleur acteur du film? Non, elle est très bien, Michelle Williams. Non, j'exagère. Elle est vraiment très bien. Tous les acteurs sont très bien, en fait. Oui, en vrai, c'est pas du tout... il n'y a pas du tout de problème au niveau des acteurs. Mais on va dire que c'est certain, pour en revenir au travail de Kelly Richards, que dans la catégorie poésie du quotidien, ça reste une des meilleures cinéastes. Poésie du quotidien. Oui, mais c'est un espèce de tropisme qui a... En ce moment, on est dans la critique, dès qu'il y a des réalisateurs qui filment le réel avec un truc un peu original, c'est la poésie du quotidien. Voilà, tant pis, hein, on a les slogans qu'on mérite. Mais donc les personnages et les caractères mis à part, il y a un aspect aussi que j'ai trouvé très bien dans Showing Up, qui est quasi documentaire sur ce que ça signifie créer, faire de l'art, sculpter des statues, ici en l'occurrence. Mais je veux vraiment parler en fait de l'énergie que ça requiert, notamment à un niveau mental. Donc là, dans Showing Up, en fait, il y a une dichotomie entre le milieu dans lequel Lizzie évolue et ce qui s'y passe réellement. C'est quand même un cadre de vie qui est privilégié, en particulier aux États-Unis. Tout a l'air fait pour l'émulation artistique, la paix de l'âme. Il y a des arbres, il y a beaucoup de verdure, il y a des locaux mis à disposition pour créer, il y a des moyens. Il y a par exemple un énorme four pour qu'elle puisse faire cuire ses statues. Enfin, je veux dire, ça a l'air d'être une communauté qui est tout entière tournée et dédiée à l'art, mais tout est compliqué à cause du comportement individuel de chaque personne et aussi, ce dont j'avais pas parlé, des tâches secondaires. Parce qu'en fait, Lizzie, elle n'est pas une artiste qui vit de son art. Je trouve d'ailleurs ça très bien de la part de Kelly Richards de l'avoir montré, parce que souvent, au cinéma, quand on montre des artistes, alors la plupart du temps, c'est des biopics, c'est des gens connus et qui vivent que de leur art. Mais là, pour le coup, elle ne fait pas que ça. C'est d'autant plus compréhensible que Kelly Richards est elle-même une réalisatrice qui ne vit pas forcément de son travail en tant que réalisatrice, mais je savais pas. Qui donne des cours à l'université à New York de cinéma, je crois, un truc comme ça. Et donc là, dans le film, Lizzie, elle galère parce que... Lizzie. Lizzie, oui, j'ai pas dit ça? Ah, je crois que tu avais dit Lydie, pardon. Non, Lizzie. Non, j'allais dire, elle galère parce qu'on l'aide pas, mais aussi parce qu'il y a son boulot alimentaire qui la parasite, avec tout ce que ça implique de tâches administratives. Il y a un sous-entendu qui est assez lourd dans le film par rapport à ça, par rapport au fait qu'elle est
un, son boulot qui la contraint, deux, les gens qui ne la considèrent pas, quand bien même il n'y a aucun dialogue en la matière qui permet de l'affirmer, on devine facilement que dans le film, alors qu'il se concentre sur elle en tant qu'artiste, elle n'est pas pour autant estimée comme une artiste par son entourage, dans le sens où son entourage ne l'aide pas. On dirait que son entourage la considère systématiquement comme une femme un peu à part, solitaire. Elle n'a pas l'air spécialement appréciée. Elle a l'air d'être traitée comme un boulet en permanence. Elle est reliée, elle est mise au second plan. Puis il y a surtout, en fait, on comprend que son frère était une sorte de génie, et bon, comme il a des problèmes mentaux, voilà, elle est un peu genre la fille d'un petit canard, et en fait, on va pas non plus faire en sorte de faciliter sa vie pour qu'elle puisse devenir elle-même une artiste. Tu vois, oui. Et alors, par rapport à son frère, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que ça, c'est un des aspects qui m'a étonnée dans le film et que j'ai trouvé très bien fait. C'est que finalement, on est encore dans le cas d'une fratrie où la femme est déconsidérée alors qu'elle fait des choses très bien, et où l'homme, lui, qui se vautre complètement, tu comprends, Morgane, c'est un génie incompris. Et là, c'est d'autant plus signifiant que ça se produit dans un milieu qui est pourtant idéologiquement de gauche, c'est de mais gauche, qui en fait reproduit des schémas absolument universels en la matière. Et ça, c'est très bien fait dans le film. Mais donc voilà, il y a ce côté où elle n'est pas du tout soutenue. Et du coup, on sent bien que le personnage engrange de la frustration par rapport à ça, et que ça participe, encore une fois, des complications quant à ses créations. C'est presque quelque part un tour de force qu'elle parvienne à réaliser son vernissage vers la fin du film. Ouais, tout à fait. Donc sur la gestation de l'art et la figure de l'artiste, certains ont d'ailleurs comparé le film à raison, je trouve, avec The Fabelmans de Steven Spielberg. Sauf que la plupart l'ont fait afin de dénigrer le film de Spielberg, qui serait une sorte de romantisation de ce qu'est être artiste, et qui se montre Spielberg se montre en génie sans souffrance, en fait, le génie inné. C'est pourtant pour moi une lecture biaisée du film de Spielberg, parce qu'en fait il montre quand même que le réalisateur a grandi dans un environnement chaotique tout autour de lui, et qu'il a souffert en fait pour parvenir à ce qu'il est devenu aujourd'hui et par rapport à l'histoire du cinéma. Mais néanmoins propice à la création, là où dans Showing Up, c'est bien moins propice à la création, je trouve, que l'était par exemple The Fabelmans. Non, bien sûr, effectivement. Mais voilà, il y a quand même un environnement chaotique, et en fait c'est l'art qui fournit une sorte de refuge et ça transcende tout cet environnement. C'est exactement ou presque le sujet de Showing Up, en fait. Je pense qu'on est plutôt dans le dénigrement de la naïveté du cinéma de Spielberg. Et donc, pour revenir à la comparaison entre les deux films, elle est d'autant plus justifiée qu'on retrouve justement deux acteurs au casting des deux films. Michelle Williams, forcément, qui incarne le rôle principal, ou presque, dans les deux films, parce que dans le film de Spielberg, il y a aussi le personnage de Spielberg jeune. Et Jude Hirsch, donc l'oncle juif chez Spielberg, qui fait un rôle secondaire assez exceptionnel dans le The Fabelmans. Et ici, c'est la figure paternelle irresponsable et même parasite, parce qu'en fait, oui, c'est un parasite. Il y a le fameux moment où il y a l'exposition à la fin, il arrive pour bouffer tout le buffet, quoi. Oui, c'est un adulte complètement inconscient, pique-assiette et odieux quelque part. Oui, complètement. Et donc pour moi, les deux films dialoguent entre eux sur le sujet de l'artiste avec leurs propres moyens. C'est pas du tout le même style de mise en scène, et ils se montrent tous les deux, ils montrent deux visions complémentaires de l'artiste plutôt qu'en fait divergentes. Et voilà, ça fournit un des plus beaux doubles programmes de l'année. On enchaîne avec un film art et essai primé à la Berlinale l'an passé, Disco Boy de l'italien Giacomo Abruzzese. Je vais avoir du mal à prononcer son nom pendant toute la durée de cette partie de l'émission. Premier long métrage du réalisateur italien Giacomo Abruzzese, d'ailleurs originaire des Pouilles comme ma grand-mère, Forza Italia. Disco Boy a été sélectionné en compétition à la dernière Berlinale, comme tu l'as dit, où il est reparti d'ailleurs avec l'ours d'argent de la meilleure contribution artistique, venant récompenser l'audace et la singularité esthétique d'un film. Distribué par KMBO dans nos salles, cette coproduction française, italienne, belge et polonaise est portée par la musique électronique de Vitalik,
et par la prestation de l'acteur allemand Franz Rogowski, vu notamment chez Christian Petzold, Michael Haneke et Terrence Malick. C'était dans lequel de Terrence Malick? Le tout dernier, j'ai plus son nom. Ah oui, je vois, mais j'ai plus son nom non plus. Peux-tu nous dire de quoi parle le film, Julie ? Oui, alors Alexei, un jeune homme sans famille ni attache, c'est un orphelin, quitte la Biélorussie pour débarquer en France et s'engager dans la Légion étrangère. Au cours d'une de ses missions, il croise Jomo, un révolutionnaire nigérian qui le marquera à jamais. Disco Boy est un long-métrage plutôt impressionnant dans sa forme, il faut l'admettre. On sent que le cinéaste est un ancien élève du Frénois, le Studio national des arts contemporains. Donc par son montage très elliptique, ses changements soudains de point de vue, son récit et ses dialogues sibyllins, le film ne cède jamais à la facilité. C'est un côté radical, notamment qui culmine avec la séquence en vision nocturne où Alexei tue Jomo dans une mission en tant que légionnaire. C'est très visuel mais aussi sonore, avec la musique de Vitalik, quasi omniprésente, et d'ailleurs qui sort des compositions habituelles qu'on peut entendre dans le cinéma, et notamment le cinéma européen d'art et essai. Je suis pas forcément fan, Morgane, de mettre de l'électro partout, tout le temps, mais là, malgré la dissonance entre le son et les scènes qu'on voit, effectivement, t'as raison, c'est pas habituel, c'est bien fait, bon, et après ça correspond bien à l'ambiance générale du film, avec sa thématique, son titre, etc. Tout à fait, puis en plus, pour moi, on n'est pas loin du travail que faisait One Hot Drinks Point Never sur Daniel Lopatine aussi, ça dépend, c'est son vrai prénom, Daniel Lopatine. Dans ce qu'il fait avec les Safdie, c'est-à-dire une dissonance complète entre du cinéma, on va dire c'est pas de l'action, parce qu'en soi Good Time c'est pas de l'action, mais c'est un peu du drame policier, avec de la musique qui est une musique qui tambourine électronique, ça fait toujours une dissonance, et ça fonctionne bien. Là on a un niveau au-dessus en termes de dissonance, parce que c'est vraiment de la musique qu'on entend en boîte, quoi. Ah oui, ça en va. Ah non, mais c'est sûr, c'est la musique. Bon, c'est pas parce qu'il y a écrit Disco Boy que vous allez entendre quelque chose du type Saturday Night Live. Hein. Oubliez ça de suite. Ça va pas être bas. Disco Boy flirte donc avec l'expérimental, et on peut dire que Giacomo Abruzzese est un cinéaste à suivre. Oui, je suis d'accord. C'est un drôle de film, Disco Boy. J'ai bien aimé, mais j'ai été étonnée quand il s'est terminé. Je croyais n'en avoir vu qu'une heure. Comme j'ai eu l'impression d'être devant une longue introduction. Je me rappelle, on est allé le voir juste hier où on tourne, où on enregistre plutôt Morgane, vu qu'on ne filme pas. Et je me rappelle t'avoir dit, mais c'est déjà fini. Je sais pas, je m'attendais à ce que ça dure plus longtemps. C'est sûrement à cause de son aspect éthéré, parce que Disco Boy a un côté, j'approche mon sujet en tournant autour, mais je rentre jamais vraiment dedans. Il y a quelque chose de très planant dans ce film. Pour parler donc du passage plus expérimental, la fameuse vision nocturne, j'ai trouvé ça très bien, non seulement pour la tentative en soi, c'est toujours bien les tentatives, mais aussi pour le résultat. Quelque part, on est peut-être trop souvent confronté, je trouve, à la violence gratuite au cinéma, il n'y a pas de réflexion derrière. Là, on a un homme blanc qui tue un homme noir avec des coups de couteau, il en porte quand même un certain nombre, c'est très dur, et cet homme, Alexei, il est jamais jugé au tribunal pour ça, parce que on devine pourquoi. Il est en position de force, de par son appartenance à la Légion étrangère, et en même temps, il est dans un pays en Afrique subsaharienne. En l'occurrence, comme on l'a dit, on est au Nigeria. En utilisant la vision nocturne, Abruzzese, il nous montre ce qu'on ne peut cacher, et en même temps, je trouve qu'il évite une esthétisation excessive de cet acte monstrueux. Enfin, il y a aussi un aspect irréel qui est conféré par la vision nocturne, parce qu'elle a un côté un peu virtuel qui empêche de voir le corps. On n'a pas de chair, on a un amas de couleurs en fait qui représente cette chair, et c'est comme si ce corps tué et massacré, il avait été dans un rêve. Il y a un côté vraiment décorrélé du réel. Pourtant, c'est un cauchemar qui vient ensuite hanter Alexei, justement. En ayant tué de la sorte, il est constamment ramené quelque part à cet acte qu'il ne peut oublier. C'est clairement une allégorie de sa culpabilité. Oui, mais d'ailleurs, toute la séquence où ils interviennent au Nigeria, là, la séquence d'assaut, même s'il n'y a pas vraiment d'assaut, elle est comme dans un rêve, en fait. Il y a un truc un peu irréel, tu sais, les maisons qui brûlent, etc. Et d'ailleurs, ça va le hanter
dans ses rêves, etc. Ensuite, il va y revenir constamment. Je pense que ça le hante d'autant plus que pour cette scène qui est pour moi la scène principale de Disco Boy, au début, Alexei, en fait, il a des instructions qu'il veut pas suivre. C'est-à-dire que lui, il veut sauver, en fait, les personnes de ce village en flammes. Il veut aller les aider. Mais comme il doit aller sauver avec ses compagnons d'armes des otages français, on lui dit non, tu restes à ta mission, peu importe pour les gens qui meurent. Et donc, il y a quelque part un côté un peu, je trouve, château de cartes qui s'effondre. C'est que du fait qu'il choisit de suivre ses ordres et de ne pas sauver les personnes qui sont en proie aux flammes, il se retrouve par devoir lutter pour sa survie en tuant quelqu'un d'autre. Alors que si ça se trouve, s'il avait sauvé l'entourage de Jomo, il ne serait pas là dans cette situation dramatique. Oui, et puis en vrai, on devine que le personnage, il n'a pas forcément une appétence pour la violence. C'est surtout que... Clairement pas. En fait, il a choisi la Légion d'honneur, enfin la Légion étrangère, pardon, parce qu'il est... il n'a pas de pays. Il est oui. Orphelin de base des gens en Biélorussie, mais il se reconnaît pas en tant que... Enfin, il n'est pas content c'est pour ça qu'il quitte la Biélorussie. Et c'est un apatride, quoi, en fait. Et du coup, il a quitté son pays. Et en plus, en quittant son pays, son seul... proche, il est décédé, son meilleur ami qui partait avec lui pour fuir le pays et qui voulait rejoindre la France, il est mort sur le chemin. Donc il y a tout ça, donc c'est vrai que voilà, ça nous montre qu'un personnage qui bon, il fait ça parce qu'il sait aussi, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en faisant, tu me l'avais dit, je me souviens encore, la Légion d'honneur, il faut faire un certain nombre d'années pour avoir la nationalité française, donc avec un passeport français. Ouais, c'est 5 ans, c'est ça. Donc voilà, il fait ça aussi parce qu'il n'a pas le choix, mais voilà, on sent que ça le torture de l'intérieur, quoi. Il n'est pas venu pour ça à la base, mais bon, voilà. Moi, j'ai trouvé en tout cas, j'aime bien le film, hein, la première heure, je crois qu'on peut scinder le film en 3 parties d'ailleurs. La fuite jusqu'en France, ensuite le passage au Nigeria, et où notamment je parlais d'un changement de point de vue parce qu'il y a un moment où en fait le personnage de Alexei on le voit plus et en fait on n'est que sur Jomo. Oui. On voit qui il est et ce qu'il fait. Et ensuite, après, il y a la séquence où il est tué. Et ensuite, après, Alexei, d'une coupe assez violente en termes d'ellipse, est de retour en France. Et voilà, on le suit pendant une dernière demi-heure, on va dire. Donc c'est cette partie-là qui m'a moins convaincu, centrée sur la culpabilité. Et moi, je trouve cette partie un peu factice et finalement plus conventionnelle. Et c'est le problème de l'approche de Giacomo à Abruzzese. C'est en fait une sorte de film concept, d'ailleurs qu'on pourrait rapprocher à Io l'année dernière. Tu veux dire, Morgane, pour les tentatives de montrer des images différemment que la prise de vue réelle classique. Ouais, puis en tant que film mutique avec beaucoup d'ellipses, et aussi il y a aussi un parcours, tu vois. Oui. Je vais pas rapprocher le personnage, mais non, mais il y a un petit côté road movie, quoi. Et puis Lan, il fuit sa condition initiale pour une condition meilleure qui finalement il n'aura pas, mais il y a quand même ce qui est pareil pour Alexei. Voilà. Mais donc à l'inverse du Skolimowski, je trouve que Disco Boy il se laisse un peu trop séduire par sa forme en fait, alors que Skolimowski il gardait quand même une rigueur à vouloir toujours avoir de l'invention, etc. Là, on perd peu à peu l'intérêt vis-à-vis des scènes de boîte de nuit qui vont il va y en avoir 2-3 vers la fin, ou encore des pérégrinations nocturnes d'Alexei dans les rues d'un Paris fantomatique. Et je trouve que en fait le film arrive à une impasse à ce moment-là. Alors certes il y a le beau raccord où en fait Alexei est dans une chambre d'hôtel, il s'endort devant un papier peint qui représente une jungle, et en fait par un raccord on va arriver dans la jungle nigérienne. Et très très beau raccord, et ça me fait penser à du cinéma qu'on peut retrouver ça chez Veraceta Cool par exemple. Je vais te dire un truc affreux, Morgane, mais qui pour moi est en compliment. Il y a quelques moments du film qui m'ont fait penser au jeu Où est Charlie. Je m'explique, c'est qu'il y a des décors qui sont très riches où on doit chercher Charlie, et là j'ai eu cette même impression dans le film avec des décors très riches et on devait comme chercher Jomo. Il y a quelque chose d'involontairement ludique là-dedans, mais j'ai bien aimé parce qu'il y a tout un côté camouflage qui encore une fois est relié à l'aspect un peu éthéré, irréel du film, et là-dedans s'insère notamment le raccord que tu as mentionné, je trouve. C'est le fantôme de Jomo qui vient hanter
Alexei, et puis ça c'est une approche très J-horror en fait, très Kiyoshi Kurosawa, les fantômes qu'on voit un peu au loin mais qu'on sait pas et qu'on cherche à deviner, et que Mike Flanagan aussi avait fait dans la série Haunting of Hill House, où il y a des éléments au loin. Enfin c'est vraiment le truc formel le plus intéressant de la dernière partie, oui. Mais c'est vrai que j'ai pas vu souvent ça dans des films de type coproduction RSC européenne. Ah oui, complètement. Et en fait, c'est marrant parce que le film, en fait, la dernière partie transforme le film par beaucoup d'utilisation de néon, de musique assourdissante, aussi renforcée aussi par l'aspect mutique du héros et les plans notamment beaucoup de plans qui suivent de dos quand il marche. J'ai beaucoup pensé à John Wick et surtout à Nicolas Winding Refn, et d'autant plus que en fait la dernière partie, il y a un truc un peu série B c'est vrai. où il essaye d'atteindre, parce qu'en fait en retournant il tombe sur la sœur de Jomo qui elle a aussi un œil, une espèce d'œil jaune en fait. Elle est, comment on appelle ça, les gens qui ont deux yeux de couleurs différentes, je ne sais plus. C'est des yeux verrons. Ouais, elle a les yeux verrons, voilà. En fait, ces yeux verrons sont dans le film une des caractéristiques visibles, mais pas spécialement mentionnées, de ce qui distingue certains éléments de leur tribu. Oui, c'est ça, dont Jomo et sa sœur. Et en fait, du coup, il la reconnaît dans la boîte de nuit, parce qu'en fait, elle disait d'ailleurs qu'elle voulait devenir une danseuse dans une boîte de nuit si elle arrivait à vivre chez les Blancs. Et d'ailleurs, on sait toujours, enfin, on doute que c'est réel, mais en même temps, c'est quand même tellement presque sibyllin en fait dans l'histoire du film qu'on se demande parfois si c'est vraiment réel, si c'est vraiment elle. Enfin, il y a un truc un peu. Moi, c'est vrai que dans cette partie-là, Morgane, je croyais au début que c'était complètement fantasmé par Alexei, c'est-à-dire que sous le poids de la culpabilité d'avoir tué Jomo, il était hanté par sa sœur, et en fait, non, elle est vraiment là. Voilà, donc il y a un côté un peu série B dans cette partie-là, parce que voilà, il affronte des gardes du corps, des videurs de boîtes de nuit, etc. Il y a un truc un peu série B européenne à la Nicolas Winding Refn aussi. Il y a l'homme seul qui hante les rues, avec la femme mystérieuse qui est une apparition, effectivement. Mais je trouve que il va pas assez loin en fait, et il s'assume pas. Et en plus, la scène finale de danse qui vient conclure le voyage spirituel d'Alexei, par contre, c'est un truc un peu consensuel de fin de film du genre en fait, et ça m'a déçu. J'ai vachement moins accroché à la dernière partie du film. Oui, tu étais moins emballé à la fin qu'au début. Après, pour parler simplement des conséquences de son meurtre, moi, ça me semble logique de traiter sa culpabilité. Pour le coup, j'ai trouvé qu'il y avait une forme de vengeance subtile dans le remplacement progressif de la psychologie de Alexei par celle de sa victime, de Jomo. Donc, c'est jamais traité en tant que tel, j'entends par des séquences qui voudraient dire qu'il a une vengeance. Mais c'est ce qui se passe, parce qu'il y a quand même une espèce de revanche là-dedans, aussi pour ce qu'elle symbolise, c'est-à-dire l'homme noir qui ne se courbe plus devant l'homme blanc, comme l'a annoncé à un moment Jomo face caméra devant les individus qui constituent son peuple. Et en fait, c'est comme ce qu'il avait annoncé à ce moment-là était annonciateur de ce qu'il fait à la fin du film. C'est-à-dire que même, y compris depuis l'au-delà, il vient hanter en fait l'homme blanc qui a mal agi par, là, ici, le truchement de Alexei vis-à-vis de sa propre communauté. C'est abordé avec un traitement un peu trop rêveur, mais l'idée, en tout cas, elle m'a convaincue. On passe aux sorties VOD, SVOD récentes avec un film consacré à deux conspirationnistes, Something in the Dirt. Vous n'avez probablement jamais entendu parler du film Something in the Dirt, pas plus que du duo de réalisateurs qui en est à l'origine. Moi, en tout cas, je ne le connaissais pas. Justin Benson et Aaron Moorhead, pardon pour mon accent anglais à couper au couteau. Il s'agit pourtant de leur 5e film qui a la particularité de faire partie de cette catégorie de films réalisés pendant le confinement. Et oui, il y en a eu quelques-uns qui ont donné le pire comme le meilleur au cinéma. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots, Morgane, de ce film Je ne sais pas si on doit parler de fantastique, de science-fiction, enfin dans quelle catégorie tu le classerais ? Déjà, si je dois le catégoriser, je pense que c'est de la science-fiction, même si Benson et Moorhead, ils ont fait un peu d'horreur et aussi un peu de science-fiction, mais là, on est plus dans la science-fiction. Donc le synopsis du film, c'est deux voisins, John et Levi, qui sont témoins de phénomènes paranormaux dans leur quartier de Los Angeles, et ils se rendent compte que documenter les événements pourrait leur apporter gloire et richesse.
Leur amitié est mise à mal à mesure qu'ils s'enfoncent dans une spirale sans retour, à mesure qu'ils découvrent les secrets du phénomène, de la ville et les leurs. C'est marrant d'ailleurs, Morgane, que tu parles d'amitié parce que c'est un peu ce qui est particulier dans Something in the Dirt. C'est le paradoxe de cette relation entre les deux, entre John et Levi. Comme ils sont deux conspirationnistes, le film, il nous montre à quel point ils sont isolés. Ils n'ont pas de relation familiale quasiment, ils n'ont pas d'amis, à tel point que, y compris le Nouvel An, ils le passent ensemble. Ils passent même un temps fou, les deux, à s'enfoncer dans leurs théories délirantes, et pourtant, à plusieurs reprises, on comprend qu'ils sont à la fois très différents et qu'ils ne se supportent pas du tout. Il y a toujours des moments où il y en a un qui essaie de prendre l'ascendant sur l'autre, l'autre qui supporte pas ça, mais continue quand même à traîner avec. Je veux dire, c'est quand même un gros film sur la solitude, quelque part. Leur relation, c'est une relation typique de bouche-trou, c'est-à-dire on est amis avec quelqu'un parce qu'on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Ouais, et puis en soi, on voit très vite les rapports de domination dans le duo. Il y en a un qui est plus intelligent que l'autre, mais c'est un connard fini, et l'autre c'est juste un débile, même s'il a fait des choses. C'est un grand naïf, oui. Même si on suppose qu'il a fait des choses. Alors il explique qu'il il est fiché en fait dans les dossiers de. Des délinquants sexuels. Ouais, pour une histoire de. Il a pissé devant une sur un mur d'une crèche. À l'extérieur de la crèche, faut-il le préciser. Voilà, c'est ça. Et après, on ne sait pas si c'est vrai, parce qu'en fait, ils ont tellement de mensonges. Mais après, on est plus enclin à le croire lui, parce que comme il est bête et naïf, et en même temps, il a l'air assez sincère. Donc voilà. Quelque part, en fait, les phénomènes qui obsèdent ces deux-là, le documentaire qu'ils réalisent pour les expliquer, c'est comme si c'était en fait un prétexte pour continuer à ne pas affronter leur propre solitude dans un monde qui leur tourne le dos, encore une fois, à cause de leur conspirationnisme respectif. Ouais, leur amitié, c'est comme les événements surnaturels que l'on voit, une mise en scène en fait, ou du moins quelque chose dont on peut fortement douter. Le film, justement, il multiplie les régimes d'images pour semer le doute et lui donner une atmosphère un peu malade et chaotique. Qu'est-ce que tu entends, Morgane, par régime d'image ? Les régimes d'image, en fait, c'est le type d'image, c'est-à-dire tu vas avoir une image qui est, dans le film en tout cas, si on veut préciser, avec un exemple, tu as l'image qu'on croit en tout cas être celle du film, qui se révèle être en fait des images de reconstitution qui sont en train de tourner avec eux-mêmes dans leur propre rôle. Et ensuite, on a des images qui sont des images de type interview de personnages qui ont participé au tournage de ce documentaire. Et bon, après, il y a aussi un autre type d'origine d'image qui, pour moi, est justement là pour semer le doute vis-à-vis du spectateur, c'est les images des reconstitutions. Alors, oui, en fait, du film où tu te dis qu'en fait, c'est pas possible que ce soit tourné avec une caméra de documentaire, en fait. C'est les images du film, en fait. On les voit tous les deux, et il y a un truc qui se passe. Oui, il y a un mélange entre les deux. On sait qu'il y a des caméras autour d'eux, mais on se dit que c'est pas possible que ce soit ce point de vue-là, tu vois. Bien sûr. Et mais là, ça, c'est parce que nous, on le sait. Oui, mais ça met la confusion, parce que en fait, le film, il se dévoile pas tout de suite dans son concept. Au tout début, le film, il commence, on suit... D'ailleurs, elle est très bizarre, la séquence d'intro. Moi, je croyais, à cause de ça, je me rappelle, quand on a commencé à le voir, Morgan, Something in the Dirt, je t'ai dit, c'est bizarre, ce film, ça fait un quart d'heure qu'on le regarde, et c'est bizarrement joué, comme si c'était pas naturel, et c'est très cheap, et en fait, je me suis fait avoir, parce que je pense que cette séquence du début, c'est justement une séquence qui est rejouée dans le film, comme si elle faisait partie de leur projet de documentaire. Et là, comme je disais, je me suis fait avoir parce que pour moi, comme c'était pas naturel, c'était forcément une séquence mal jouée alors que c'était fait intentionnellement. Je me dis, les gens qui n'ont pas vu le film et qui nous écoutent, ça doit pas être du tout clair. Pour expliquer, c'est fait intentionnellement par les deux réalisateurs du film, qui sont Justin Benson et Morel, qui jouent eux-mêmes leur propre, pas leur propre rôle, mais le rôle des deux personnages principaux. Et en fait, c'est fait exprès par les deux réalisateurs, parce que en fait, les deux personnages sont en train de faire une reconstitution d'événements qu'ils ont vécus. Et ils sont mauvais, ils savent pas tenir une caméra, donc en fait, et les dialogues, ils les ont réécrits certainement par rapport à ce qui s'est passé réellement, et ça fait un peu, ça fait un peu fake, bizarre. Il y a un truc qui va pas. En tout cas, au début. Ensuite, après, ça devient un peu plus... J'ai l'impression que c'est soit eux qui ont un peu plus d'expérience dans leur documentaire à eux, ou en fait, effectivement, comme je disais, un type d'image qui est en fait ni les images du documentaire, ni les images de la reconstitution, ni les images des interviews des intervenants, des images en fait qui sont des images du film.
Oui, en fait, on va essayer d'être encore plus clair. Ils voient quelque chose, ils imaginent que c'est quelque chose de fantastique, alors que n'importe qui regarde le film, il se dit, bon, c'est dans leur tête, c'est n'importe quoi. Et ils décident d'en faire un documentaire pour Netflix pour devenir riche. Et donc, quand on y pense, un documentaire Netflix, qu'est-ce qu'il y a en majorité là-dedans? Ce qui marche à fond, ce sont les fameux true crime. Les true crime, c'est quoi? Les true crime, c'est donc des documentaires Netflix qui parlent de meurtre, d'assassinat, enfin voilà quoi. Et donc, ce sont des documentaires dans lesquels il y a à la fois des interviews d'experts, souvent des policiers, des juges, des enquêteurs, peu importe. Il y a de la narration avec des images mélangées et il y a ce qu'on appelle des reconstitutions, parfois, c'est-à-dire c'est forcément faux. Des images où on a l'impression de voir les actes, les actes qui sont perpétrés par des acteurs ou par exemple des voix off ou autres, mais c'est faux. Et donc là, en fait, ce film, Something in the Dirt, mélange les interventions d'experts, il mélange les fausses reconstitutions et les moments tournés en matière de fausses reconstitutions pour le documentaire. Et c'est ça qui, en fait, laissait croire que le film était mal fait, alors que en vrai, il parodie les documentaires Netflix. Ouais, et c'est fait de manière très maligne et perverse par les deux réalisateurs, Benson et Moorhead, parce que ils font rejouer les reconstitutions par les deux personnages qui sont les auteurs du documentaire. Donc, alors que d'habitude, les reconstitutions sont faites par des acteurs, effectivement, qui ne sont pas les mêmes personnes. Et là, en fait, ce sont eux qui rejouent les reconstitutions pour la raison simple qu'on comprend bien qu'ils n'ont pas de moyens, ils sont fauchés, ils font un documentaire pour gagner, comme ils le disent, des millions de dollars. Mais du coup, ils n'ont pas d'acteurs pour faire les reconstitutions, donc ils essaient de se débrouiller par eux-mêmes. Alors cette histoire de reconstitution, si on ne la comprend pas au début du film, on finit par la comprendre, je dirais, vers le premier tiers du film, voire le milieu, parce qu'il y a des moments où ils essaient de les refaire, ces reconstitutions, de les rejouer, et ça devient une espèce de running gag, parce qu'ils sont effectivement de très mauvais acteurs. C'est ça. Et puis... pour continuer sur le côté malin et pervers, le film est d'autant plus malin et pervers que, mais de manière bien, que en fait tout ce qu'on voit, on comprend que ils ont fait, comme c'est des reconstitutions, ils ont fait reproduire ça par des effets spéciaux. Donc on ne sait pas si ce qu'ils ont vu premièrement était réel en fait. Le cendrier qui vole, c'est une reconstitution via des effets spéciaux qu'ils ont fait refaire. Si ça se trouve, c'est juste une grosse arnaque qui n'a jamais existé. Voilà, ils ont tout inventé. Ça se trouve, tout ce qu'ils ont cru voir, c'était dans leur tête, on ne sait pas. Mais le film n'y donne pas de conclusion à ça. C'est ça qui est intéressant. Au point, parce qu'en fait, il épouse complètement la folie des deux personnages, quoi. Pour en revenir, après les scènes de reconstitution, Morgane, aux fameux faux experts, moi, c'est une partie qui m'a fait énormément rire dans le film. Parce que c'était absolument désopilant. C'est-à-dire que là, on a toute la caricature du type savant et sachant qui s'exprime de biais ou face caméra dans un documentaire Netflix et qui parle des événements en souvent surestimant son implication, alors que bon, tout ça, ça reste de la mise en scène. Celui qui m'a le plus fait rire, c'est c'est le monteur, le soi-disant monteur du documentaire dans Something in the Dirt, qui est filmé de façon totalement anonyme, qui est découpé dans une ombre noire, comme si sa vie était en danger, alors qu'on parle de deux conspirationnistes absolument inoffensifs. Donc c'est assez marrant parce que tout ça, ça montre vraiment les ressorts des films de type true crime, et ça permet aussi de prendre du recul par rapport à leur mise en scène qui est vraiment tapageuse. Enfin, je trouve qu'au global, Something in the Dirt, pour un film à petit budget, c'est vraiment pas mal et c'est intelligent. Oui, alors en fait, il faut préciser, parce que je vais faire un petit laïus sur Justin Benson et Aaron Moorhead. Tu disais qu'ils ne sont pas connus. Effectivement, ils ne sont pas connus. En fait, c'est des très bons cinéastes qui, en fait, ça fait 10 ans qu'ils font du cinéma, d'horreur, de genre, de science-fiction, où en fait, leur but, c'est de faire des films avec vraiment pas beaucoup de moyens. Je crois qu'il y a Spring, le premier film qui les a fait vraiment connaître, c'était leur deuxième long métrage. Je crois que c'est moins de $50 000.
Le budget, The Endless, ça devait être le double. Là, je pense qu'on est autour des 25-30 000 $. Ça doit être le film le moins cher qu'ils ont fait, je pense. Ou peut-être un peu plus que Spring. Et en fait, leur but, c'est de transcender ça avec des idées de mise en scène, des idées de scénario qui sont toujours un peu, parfois trop ambitieuses, même pour le film, mais c'est toujours bien pensé. Bah là, c'est un peu loufoque et ça marche. Hein. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est des films qui ne sont jamais sortis chez nous, hein, en salle en tout cas, en VOD ou en DVD peut-être, notamment The Endless, il était sur Prime Video. Là, celui-là, il est sur Shadows. Et c'est des films, par contre, qui sont passés dans des festivals. Il y a eu le PIF, notamment, qui a passé Spring. Il avait gagné le prix du meilleur film. Le PIF, qui est le Paris International Film Festival, Fantastic Film Festival, qui a lieu tous les ans depuis plus de 10 ans maintenant. Et The Endless, pareil, était en compétition. Donc voilà, ils ont une petite notoriété, mais vraiment de niche, quoi. Oui, c'est de l'horreur indé, quoi. Oui, c'est ça. Et ils font, en fait, leur cinéma fait vraiment état d'une vraie vitalité du cinéma de genre, qui est souvent balisé et qui emprunte trop souvent la voie de la facilité. Et là, en fait, on a un film qui a été tourné, donc, comme tu l'as dit, dans la période du Covid, dans l'appartement de Justin Benson, avec les deux réalisateurs donc, dans les rôles principaux, et leurs amis qui sont l'équipe technique qui est réduite au minimum. Et d'ailleurs, le film est dédié aux films qui sont faits entre amis. Et voilà, le film est brillant là-dessus. Et il en devient très drôle et très présent dans son aspect parodique et satirique, notamment à travers les théories conspirationnistes de plus en plus folles des deux protagonistes. Et on a vraiment l'impression de voir deux représentants de l'Amérique paumée et tarée, cette Amérique qui est biberonnée aux documentaires conspirationnistes, même plus que les films Netflix, enfin les documentaires Netflix, notamment la trilogie Zeitgeist de Peter Joseph, qui d'ailleurs a fait un temps partie du catalogue Netflix, mais qui a été supprimé quelques années après. C'était au tout début de Netflix, on leur avait reproché, mais en fait c'est parce qu'en fait c'est un film qui avait quasiment pas de droit, c'était presque gratuit, du coup ils l'avaient foutu sur leur plateforme. Oui, par pur opportunisme. Par pur opportunisme, sachant que le film avait un peu marché, on va dire entre guillemets, dans le milieu conspi. Et en fait, pour vous raconter ce que c'est que Zeitgeist, c'est un film qui, en fait, les films Zeitgeist, c'est des films qui décrivent les liens mystérieux reliant, donc, selon l'auteur, Peter Joseph, le christianisme, les attentats du 11 septembre, l'attaque du Pearl Harbor, et qui explique que les banques, la réserve fédérale américaine et d'autres entités contrôlent en réalité le monde et prévoient d'équiper tous les humains d'une puce pour les contrôler à distance. Ah, ça avait l'air quand même assez fou, hein. Ouais, bon, donc, on devine que Benson et Moran ont certainement vu ou entendu parler de ces films, et donc en fait le film, par le prisme du mockumentary... Alors, est-ce que tu peux juste, pardon Morgane, rappeler ce qu'est un mockumentary ? Alors oui, mockumentary, excusez-moi, c'est en fait c'est un documentaire qui est faux. Voilà, c'est un faux documentaire, comme on l'a expliqué. Voilà, il y a des jeux, enfin il y a des pistes qui sont en fait fausses. On comprend dans le film, c'est tout ce qu'on voit en fait, c'est faux. C'est pas un vrai documentaire. Oui, c'est de la fiction. Voilà, ouais, c'est de la fiction, mais qui se déguise, voilà, dans un aspect documentariste. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc par le prisme du mockumentary, ils arrivent à comprimer toutes leurs obsessions qu'ils avaient depuis des années dans leurs précédents films. Et ici, pour moi, je trouve leur meilleur film. Et notamment par son côté absurde et de série B, on a parfois l'impression de voir une sorte de double américain du cinéma de Dupieux. C'est très drôle, très décalé en fait. Oui, très absurde, mais en mieux, je trouve. Hein. Et donc voilà, justement, mieux. Je trouve que c'est mieux en tout cas que les derniers films de Dupieux. Oui, voilà. C'est ça que je voulais dire. Où son cinéma est devenu un peu une sorte de cinéma d'autosatisfaction, où en fait complètement clos sur lui-même, alors que chez Benson et Moran, il y a quand même un côté un peu satirique de l'Amérique paumée, tarée. Donc c'est ça qui fait l'intérêt du film en tout cas. On a terminé avec le programme de ce 18e épisode. On reviendra dans 2 semaines avec des films cannois au programme. Oui, incontournable, Cannes. Ouais, parce qu'on a quand même s'il y a, hélas, pas beaucoup de sorties, notamment pas de films à la compétition qui sortent en même temps que en salle que le festival, on a 3 films. Donc il y a le Jeanne du Barry qui fait l'ouverture de Mai Wen. Que au début j'étais partie pour ne pas aller voir, et en fait plus j'y réfléchis, plus je me dis que je vais quand même aller le voir. Bon. Notamment pour questionner en fait tout ce qui est autour du film. Et, bien sûr. Voilà. Sinon, il y a, comment il s'appelle, Omar Lafraise, c'est ça ? Oui. Qui est un film avec, je sais plus qui l'a réalisé, mais avec... Avec Reda Kateb et Benoît Magimel. Et le film de Valérie Donzelli, L'amour et les forêts, avec Melville Poupeau et Virginie Efira. Bah, ça fait un programme sacrément chargé, donc d'ici là, on vous dit bonne écoute et à la prochaine. Ouais, à la prochaine.